Un jeune homme d'une vingtaine d'années tombe rapidement d'une falaise, accompagné d'un grand cri et de regards prédateurs de la part de ceux qui le poussaient. Deux hommes en costume noir et lunettes de soleil discutent de l'exécution de l'ordre, l'un d'eux dit que les résultats devraient être transmis à Eugene. Cependant, la chute du gars ne s'est pas terminée comme prévu, le voici donc, dans une pièce qui rappelle un peu une cellule de prison, en train de tenter de se remettre du choc. La pièce en béton avec un minimum de meubles empêchait le gars de comprendre où il se trouvait et comment il était arrivé ici en tombant d'une falaise. Cependant, les secondes passèrent et une question intéressante apparut dans son esprit, qui pourrait l'amener à une compréhension plus profonde du lieu. Est-il possible qu'il soit maintenant en enfer? La voix d'un vieil homme a été entendue dans la pièce, lisant des informations sur lui dans un livre, son nom, son état de santé, ses goûts et des détails d'importance douteuse. Liu Lan, l'homme forcé à mourir, comprenait à peine ce qui se passait autour de lui. Il a demandé à l'homme qui il était. Le vieil homme en robe archaïque s'est identifié comme étant Banxian, gardien de la prison céleste. Liu Lan regarda le gardien, comprenant à peine ce qui se passait et qui était devant lui, alors il répéta seulement de manière interrogative le titre de Banxian. Le gardien explique que tous les dieux et créatures similaires qui ont commis un certain crime doivent y passer, et maintenant Liu Lan jouera un rôle similaire en tant que sentinelle surveillant la prison céleste. Le gars a commencé avec enthousiasme à poser des questions sur son incroyable métier, se demandant s'il serait capable de rester au paradis après cela et comment il s'arrangerait exactement. Banxian remarqua avec irritation que Liu posait trop de questions et qu'en plus, louer une place au paradis était trop cher pour que ses rêves se réalisent. En fin de compte, la sentinelle ajoute que si ce problème n'avait pas existé, les dieux avec toute leur suite se seraient depuis longtemps déplacés vers le monde extérieur. Le gardien dit également que Liu se trouvait tout simplement au bon endroit au bon moment alors que la nouvelle prison venait juste d'être achevée et attendait de nouveaux travailleurs. Cependant, le gars n'abandonne pas sa naïveté et continue de poser des questions rêveuses sur l'assurance, le double salaire de fin d'année et les voyages à l'étranger. Cela a encore plus irrité la sentinelle, car même lui a dû attendre encore 3 mois pour recevoir l'intégralité de son salaire, sans parler du double. Liu Lan grimaça seulement de mécontentement et de tension à ces mots, visiblement déçu par sa situation actuelle. Banxian, sur un ton légèrement plus doux, dit que les travailleurs de cette prison n'ont pas besoin de compter sur les salaires pour survivre, ici ils sont gouvernés par le ciel lui-même. Selon la sentinelle, même Daluo Jinxian lui-même, un dieu immortel selon les plans les plus élevés de l'univers, resterait silencieux dans cette prison, n'osant pas enfreindre ses règles. Dans de telles conditions, tous les travailleurs pénitentiaires doivent maintenir un équilibre et traiter les détenus de manière à en tirer le plus grand bénéfice pour eux-mêmes, ce à quoi Liu Lan est d'accord. Le gardien donne au gars un petit souvenir vert avec un trou à l'intérieur, disant que c'est quelque chose qui protège toute la prison. Si le propriétaire de cette chose, maintenant Liu Lan, y dirige sa conscience, il pourra contrôler tout ce qui existe dans cette prison. Banxian s'est rappelé que le nouvel employé était mortel et a donc réfléchi à ce qui était exactement nécessaire pour réussir son travail dans cette prison. Finalement, la sentinelle donne à Liu un orbe qui brille d'or et de lumière blanche et dit qu'avec cet orbe, le gars pourra communiquer avec les dieux. Il ajoute également qu'en fonction de sa chance, Liu Lan lui-même peut transcender sa nature humaine et atteindre le statut divin. Le type regarde cette sphère avec fascination, visiblement, il n'est pas encore remis du choc de cette rencontre et de ses conséquences. Banxian dit pensivement qu'il semblait avoir expliqué les principaux détails du travail et que nous pouvions donc commencer à accepter le premier prisonnier. Sur ce, la sentinelle disparut dans la lumière dorée, effrayant quelque peu Liu Lan. Le gars, quant à lui, s'était déjà complètement habitué à son environnement et était sincèrement heureux que les dieux existent dans ce monde. En pensant au bonheur qui lui était arrivé lors de cet étrange voyage hors de son monde, Liu Lan mit la sphère dorée dans sa bouche pour tester son effet. Il remarqua qu'il commençait lui-même à briller d'or, prenant les propriétés de la sphère, et croisa sa main gauche dans un geste spécial. Liu a pointé son index et son majeur vers la petite chaise en bois et lui a ordonné de bouger. La chaise s'élevait en fait dans les airs, comme un lévite, englouti dans le même rayonnement doré que Liu Lan, après quoi, à l'appel de son maître, elle volait vers lui. Le gars a rapproché la chaise de lui et l'a abaissée au sol de la même manière qu'elle avait été soulevée, après quoi il a constaté avec joie que tout fonctionnait comme il se doit. Après son premier triomphe magique, Liu Lan décida de se reposer, réalisant qu'il restait encore beaucoup de temps avant l'apparition du premier prisonnier. Cependant, dès qu'il s'assit, la voix de Banxian retentit, lui ordonnant de commencer son travail maintenant. Avec le bruit des chaînes de fer à ses pieds, le premier prisonnier apparut, accompagné d'une sentinelle. Gang Yaozi, un dieu majestueux qui a vécu plus d'un demi-mille ans, était désormais condamné pour avoir fait des avances à une femme mariée. Ce dieu a déshonoré le ciel par son crime et a donc été condamné à 6 mois de prison. Liu Lan ne pouvait cacher sa tension, pensant que son premier prisonnier était quelqu'un d'aussi important qu'un dieu de 500 ans. Banxian a frappé l'homme à la tête avec le livret judiciaire, disant qu'il contenait toutes les informations sur le prisonnier et qu'il était désormais sous le contrôle de Liu. La nouvelle sentinelle regarde dans différentes directions avec confusion, se demandant ce qu'elle doit faire ensuite. Cependant, là où Banxian aurait dû se trouver, il y avait un vide complet, la vieille garde a tout simplement disparu,
rejetant toute responsabilité sur son subordonné. Réalisant cela, Liu Lan ne peut que faire une remarque de colère, incapable de changer sa position d'une manière ou d'une autre. Il se présente alors à Yaozi, le prisonnier nouvellement arrivé, en lui disant qu'il est toujours heureux d'aider, ce à quoi il réagit avec approbation. Enfin, Liu dit que si ses services ne sont pas encore nécessaires, il partira, mais Dieu l'arrête avec une demande spécifique. Les prisonniers du ciel sont de nature semblable aux mortels, donc Yaozi a maintenant besoin de nourriture, qu'il demande modestement à la nouvelle sentinelle. Puisque Banxian n'a rien dit au sujet de la nourriture pour les prisonniers, Liu demande s'il doit l'acheter à ses propres frais. Yaozi n'en sait rien, alors, n'ayant pas sa fortune ici, il propose l'amulette magique comme salaire ou plutôt comme pot de vin. Liu est incroyablement heureux de ce cadeau, alors il accepte d'acheter de la nourriture, réfléchissant à la façon dont il pourra à l'avenir gagner de l'argent grâce aux prisonniers de la même manière. Le gars concentre l'énergie de la sphère dorée, qui est désormais la seule avec son âme, et lui ordonne de sortir de la prison. La sphère le déplaça quelque part au milieu de majestueux rochers noirs, enveloppés de brouillard et de nuages. Liu Lan ne peut s'empêcher de remarquer la beauté du lieu, commentant que les dieux ont évidemment créé ce magnifique trésor du Feng Shui. Cependant, il pense que, malgré la beauté, il est peu probable que l'on puisse trouver une quantité suffisante de nourriture dans cet endroit sauvage. Le gars décide donc de sortir de cet endroit et comme les chemins habituels ne sont pas visibles ici, il doit escalader les rochers. Étonnamment pour lui-même, il le fait assez rapidement et adroitement, comme s'il l'avait appris dès son plus jeune âge. Après avoir atteint un certain sommet, Liu se demande si cette nouvelle capacité est un effet provoqué par sa connexion avec la sphère. Réalisant que c'est probablement la raison de sa telle croissance en force, il se réjouit de ne plus être physiquement faible. Bientôt, une voiture rouge et chère passe devant Liu, sur laquelle il place ses espoirs d'accéder à la civilisation. La femme au volant de la voiture se tourne vers Liu avec un peu de tension, pensant que tout ne va pas bien pour lui s'il est allongé ici sur la route. Cependant, quelque chose attire son attention sur Liu, ainsi que sur ses compagnons, qui sourient de surprise en sa direction. Le gars tenait entre ses dents la même amulette que lui avait donnée Yaozi, qui fonctionnait comme une sorte de sortilège d'amour, attirant les gens autour de lui. Liu demanda une promenade, ce que les demoiselles enchantées par son amulette ne purent refuser, à son grand bonheur. C'est exactement ainsi que, de cet endroit désert parmi 1000 rochers sombres, la sentinelle espérait arriver à un endroit qui lui serait au moins quelque peu utile. Pendant ce temps, l'action se déplace vers le siège de la Société Mu, dont le bâtiment est strictement gardé par des dizaines de personnes. Soudain, une luxueuse voiture blanche passe devant les agents de sécurité, se garant à l'entrée du bureau. Certains gardes disent qu'il s'agit de Monsieur YE, un homme d'affaires très dangereux qui ne devrait jamais traverser la route à moins de vouloir de gros ennuis. YE sort de la voiture et demande brièvement à la sécurité si Madame Mu est présente dans le bureau à ce moment-là. Le garde s'incline et répond que la dame est présente. YE redresse sa cravate. D'un simple clic de talon, Madame Mu elle-même, PDG de la société du même nom et propriétaire de ce bureau, apparaît. Les gardes parlent à nouveau entre eux, parlant de sa beauté et de son caractère extraordinaire, se rappelant même que l'épouser est comme une bénédiction pour les 8 générations suivantes. La jeune fille se tourne avec irritation vers YE, lui demandant pourquoi il a décidé de bloquer l'entrée de son bureau. Cependant, Monsieur YE a ignoré cette question et a seulement comblé Mu de compliments et de regards affectueux. D'un geste de la main, les gardes ont ouvert le coffre de sa voiture, rempli à ras-bord de roses fraîches, les seules fleurs, selon YE, dignes de la beauté de Mu Xujin. Il enveloppa une douzaine de ces fleurs dans du papier spécial et les présenta à Mu, mais la jeune fille répondit avec une expression mi-indifférente, mi-irritée. En fin de compte, elle a répondu calmement qu'elle était fiancée à quelqu'un d'autre et que ces roses étaient donc inappropriées. YE, d'une manière quelque peu menaçante et mécontente, lui attrapa la main, déclarant que ses fiançailles n'étaient pas valides. Tenant la main de Xue Jing, il accuse la jeune fille que sa relation avec Liu Lan était fausse, un pur geste politique, et maintenant qu'il est mort, rien ne peut arrêter YE. La jeune fille a regardé froidement le chef de la sécurité Li et lui a ordonné de forcer Monsieur YE à quitter cet endroit. Cependant, le vieux chef tomba soudainement à terre, tremblant et prétendant qu'il avait des convulsions et qu'il ne pouvait pas exécuter l'ordre. Il pense que quel que soit le camp qu'il prendra, son ennemi sera trop puissant pour que ce choix n'ait pas de conséquences négatives, alors Li refuse tout simplement de faire ce choix. Cependant, cela suscite la colère compréhensible de Xue Jing, qui est son employeur. YE profite de la situation et dit qu'il est impoli de faire une scène aussi terrible devant une grande foule, il devrait donc parler en privé dans le bureau de Mu. La jeune fille refuse à nouveau, après quoi une autre voiture apparaît à l'entrée, cette fois rouge. En raison de la vitesse du mouvement, YE tombe au sol et crie au conducteur de ne pas partir si vite. Après cela, il a ordonné à ses gardes de sortir Liu Lan, qui voyageait accompagné de 3 jeunes femmes, de la voiture et de le punir physiquement. Exerçant leurs mains, les gardes ont répondu avec approbation à cet ordre, affirmant qu'il serait assez facile de dévisser cette tête. Liu Lan sort tout seul de la voiture et regarde avec une certaine arrogance ses adversaires plus développés physiquement, comme s'il les examinait. L'instant d'après,
il donne une série de coups de poing au visage de 3 gardes et les envoie au sol. Il pose alors son pied sur le visage d'un des gardes et proclame qu'il est un responsable du département de sécurité de l'entreprise de Mu. Xuejing demande au gars d'un ton moqueur mais bon enfant s'il a enfin trouvé comment se rendre au travail. Liu l'en ordonne avec arrogance et grossièrement à YE de sortir d'ici. Les gardes parlent à nouveau entre eux, surpris que quelqu'un ose parler sur le même ton que YE, prédisant presque la mort du gars. YE lui-même regarde Liu avec horreur, pensant qu'il doit être mort depuis longtemps et exprimant presque complètement cette opinion. Cependant, Liu l'interrompt, lui demandant ce qu'il veut dire exactement, soupçonnant qu'il doit savoir quelque chose ou même être impliqué dans son enlèvement. Cependant, YE se ressaisit rapidement et, redressant sa cravate, dit que la position de Liu est maintenant très douteuse et plus du tout ce qu'elle était autrefois. Maintenant, il n'est plus qu'un garde, donc aucune de ses bravades n'a aucune valeur pour YE. Il suggère de demander aux gens autour qui a réellement de l'influence dans ces endroits, ce à quoi les gens acclament la famille YE pendant que lui-même attaque Liu avec son pied. Cependant, il remarque ce qui se passe et saisit soudain la cheville de son adversaire, bloquant l'attaque. Liu retourne son adversaire et le soulève en l'air d'une main comme s'il n'était rien du tout, lançant des remarques de combat. En entendant l'aveu souhaité de sa défaite, le gars jette YE au sol, ce qui provoque un grand bruit. YE se lève avec l'aide de ses gardes du corps et leur parle avec colère. Il décide alors de passer un appel et ordonne qu'environ 2 douzaines de personnes soient envoyées au bureau de Mu, ne voulant pas abandonner dans cette étrange bataille. Après cela, il se tourne vers Liu, riant et disant que sa mort n'est plus qu'une question de temps. Cependant, Xuejing et Liu l'en réagissent à peine à cela, demandant si YE va bien maintenant, ce qui, bien sûr, ne fait qu'augmenter sa colère. YE s'adresse aux deux avec colère, comme pour leur ordonner d'agir plus humblement et plus poliment pendant son comportement. Cependant, il reste ignoré, Liu affirmant même que tout le problème est désormais résolu et que Xuejing peut retourner au travail en toute sécurité. Derrière son dos, il tient sa vieille amulette d'amour, un cadeau de Yaoji, décidant de tester quel effet cela aura sur Xuejing. La fille est très proche de Liu, alors elle pense que Sojing veut l'embrasser et est heureuse du cadeau de Yaozi. Cependant, elle se rapproche encore plus de son oreille et traite doucement Liu d'idiot. Après cela, Xuejing dit qu'en raison de tout le chaos causé par l'affrontement entre Liu et YE, elle ne verra pas de travail tranquille aujourd'hui, et Liu lui-même se demande pourquoi l'amulette n'a pas fonctionné cette fois. Pendant ce temps, un petit bus blanc, peint de hiéroglyphes, arrive au bâtiment. Des combattants Cao en émergent rapidement, 2 douzaines de gars au physique dodu, chargés par YE d'atteindre le but de sa visite et de se venger d'une bataille perdue. Le combattant principal pointe YE et ordonne à tous ses compagnons d'attaquer. Armés de battes et de gourdins, les combattants de Cao lancent instantanément leur attaque sur ordre du chef, tandis que YE reste calme et réservé. YE, quant à lui, ne comprend pas pourquoi les combattants n'obéissent pas directement à ses ordres, estimant que les ordres du président ne suffisent pas pour accomplir sa tâche. Une foule de combattants, matraque levée, attaque leur adversaire, qu'il ne voit plus qu'une autre victime. Liu, un peu craintif, demande si quelqu'un peut l'aider face à la perspective d'une grande bataille contre tant d'hommes armés. Xuejing lui dit d'être aussi prudent que possible, en comprenant toute l'ampleur de la situation. L'un des combattants saute et balance sa batte sur le terrible Liu, se préparant d'un coup presque à, sinon le tuer, du moins le paralyser. Cependant, il rate ce coup, Liu semble même que son adversaire a ralenti pour une raison quelconque. Quelques secondes et il comprend enfin cet étrange ralentissement, Liu attaque le combattant avec sa jambe. Il se rend compte que ce ne sont pas les combattants alentours qui ont ralenti leur mouvement, mais son unité avec la sphère qui a accéléré ses mouvements en raison de la situation stressante. Avec une série de coups de poing, Liu fait tomber les massues de ses adversaires et leur fracasse le visage avec ses mains et ses pieds, profitant de sa nouvelle vitesse. Xuejing regarde cela avec surprise, ne comprenant pas comment un gars qui fait à peine de l'exercice et passe tout son temps libre à jouer et à manger peut avoir de telles compétences de combat. YE crie après ses combattants, demandant avec agacement pourquoi tant de gens ne peuvent pas vaincre un pauvre gars, et leur ordonne à tous de l'attaquer ensemble. Le chef de Cao assure de son professionnalisme et oriente rapidement ses subordonnés vers Liu. D'un bond, ils écartèrent les bras et les jambes dans différentes directions, prévoyant simplement d'écraser leur adversaire sous le poids de 20 personnes. Cependant, leur plan échoue car ils s'effondrent tous les uns sur les autres et souffrent du poids de leurs semblables, se plaignant de crampes et de douleurs dans tout leur corps. Liu regarde simplement avec surprise la façon dont des combattants aussi puissants se sont retrouvés dans une situation aussi étrange. Il demande même s'il est nécessaire d'appeler une ambulance suite à cet attentat infructueux, ce à quoi ses rivaux refusent, assurant que tout va bien. Mais soudain, le bruit d'une sirène de police se fait entendre à proximité du bureau, annonçant la fin imminente de cette trop longue bataille. Un policier arrive sur les lieux à bord d'un cyclomoteur, le visage masqué par un casque, et elle s'arrête élégamment et atterrit sur ses propres talons. YE, Xuejing et Liu regardent avec surprise l'arrivée de la police, sans savoir qui les a appelés. La policière enlève son casque, parle de l'appel qu'elle a reçu et ordonne à toutes les personnes présentes de revenir sur les lieux pour une enquête plus approfondie. La plupart des agents de sécurité à l'extérieur du bureau ne peuvent contenir leur attirance romantique pour cette policière. Cependant,
Même l'apparition de la police n'a pas forcé YE à se rendre, il a lui-même pris le relais, se préparant à l'attaque. Le gars se prépare à attaquer Liu, son rival, mécontent de devoir tout faire tout seul. Liu se cache derrière la policière, réalisant que c'est désormais la protection la plus bénéfique pour lui s'il ne veut pas finir en prison ou quelque chose de pire. La policière demande d'un ton quelque peu menaçant si son avertissement était clair. Réalisant que l'avertissement a été ignoré, elle fait tomber le bâton des mains de YE, le frappant entre les jambes. Il est tombé au sol avec des cris de douleur et des déclarations selon lesquelles il valait mieux faire attention à Liu et à son comportement suspect, difficile à expliquer par la force physique. La policière y a vraiment réfléchi, mais Liu a attendu sa réaction avec tension, ne comprenant pas encore ce qui pourrait l'attendre. Elle pense qu'un gars pas vraiment développé a réussi à vaincre une vingtaine de personnes qui gisaient maintenant pathétiquement sur le béton. La jeune fille pense à ses contrevenants avec un grand dédain, ne comprenant pas pourquoi quelqu'un leur permet simplement d'exister. Elle pointe finalement son arme sur Liu et lui ordonne de mettre ses mains derrière sa tête, ce qui effraie le gars. Liu affirme qu'il s'est comporté poliment et qu'il a même voulu appeler les soldats une ambulance, ce à quoi ils ont répondu avec approbation, le justifiant de toutes les manières possibles. YE leur dit de se taire, mais ils se rebellent contre leur client d'une manière particulière, leur rappelant qu'il a promis de ne pas payer en raison d'une escarmouche infructueuse. Cependant, malgré toutes les tentatives de persuasion, le policier continue de mettre des menottes en fer aux mains de Liu. Le gars expire tristement, acceptant une conséquence si étrange d'une situation dans laquelle il ne voyait pas du tout sa faute. Le policier ordonne également à toutes les personnes présentes de l'accompagner au commissariat pour obtenir des éclaircissements sur les circonstances. Oui, Liu Lan se retrouve dans l'une des cellules de ce commissariat sans vraiment avoir la possibilité de se défendre. Il essaie de connaître son garde, comment est-il possible qu'il soit arrêté sans protocole ou procédure similaire? Cependant, il reste essentiellement ignoré, la seule réponse à sa réponse fut le bruit des barres de fer qui se fermaient. À la fin, la sentinelle répond qu'il s'agit d'un ordre de la policière, qui est une certaine autorité de ce département, donc Liu ne peut rien faire. Étonnamment, le gars lui-même ne peut pas non plus résister à des pensées romantiques et rêveuses à son sujet. Par la suite, il remarque que le souvenir, symbole de la prison céleste, a commencé à briller, ce qui l'amène à réfléchir à son œuvre. Il continue de regarder la lumière apparaître partout dans la poche de sa chemise, se demandant quoi faire. Il décide de déménager à la prison pour résoudre d'éventuels problèmes et ordonne à la sphère de le déplacer vers un endroit qui a besoin de son aide. Cependant, étrangement, Liu Lan se retrouve au milieu du ciel ouvert, tombant rapidement au sol, accompagné de son propre cri. À la fin, il tombe au sol sans trop de dégâts sur une mystérieuse femme vêtue d'une ancienne robe verte. Mais il se penche sur Liu Lan et dit que ce garde se comporte de façon quelque peu étrange. Le gars se lève et ne sait pas qui est devant lui. La femme se présente comme une fée dans le jardin sur un tombeau enfant et dit qu'elle appartient à la famille Indan. Liu Lan se souvient de ce nom dans le cas de Yaozi et ne peut s'empêcher de se demander si elle était la raison pour laquelle le dieu a été emprisonné. D'un ton triste, la fée répond que Liu se méprend quelque peu sur sa situation et qu'elle n'a rien fait de tel. La fée a commencé son histoire en disant qu'elle et Yaozi se fréquentaient depuis longtemps, peu importe à quel point ils essayaient de les séparer. Elle dit que l'amour était réciproque et fort, mais qu'ils n'avaient pas le droit de faire grand-chose et c'est pourquoi Yaozi est maintenant en prison. La fée raconte qu'elle s'est retrouvée ici, près de la prison, parce qu'elle voulait voir son amant, qui avait subi tant de malheur. Avec une expression triste sur le visage, elle continue de parler de ses espoirs que la prison l'accepte pendant un moment. Liu Lan ne pouvait s'empêcher de se demander à quel point le drame existait dans le monde suprême des êtres immortels. Il réfléchit à quel point cette visite lui est bénéfique, compte tenu des règles strictes de la prison. Liu dit qu'il y a des règles claires pour cette prison, donc inviter une fée serait une violation que le gardien aimerait éviter. La fée comprend l'allusion et offre instantanément un pot de vin à la sentinelle composé de pièces violettes, qui sont une monnaie céleste typique, et d'un parchemin qui peut enseigner par magie les arts martiaux à n'importe qui. Liu Lan joue timidement, mais accepte rapidement les cadeaux et accepte d'aider la fée. La fée et la sentinelle traversent une grotte sombre menant à une prison. Dès que les amoureux se voient, ils s'embrassent. Yaozi demande avec surprise comment sa bien-aimée est arrivée ici. Liu Lan, quant à lui, examine le parchemin qui lui est remis, réalisant qu'il s'agit peut-être du meilleur art martial au monde, puisqu'il lui permet d'aller au-delà de la compréhension de son adversaire. Avec cela, il retourne à la prison humaine, où il doit subir un interrogatoire concernant sa rencontre avec Yu Jingshao. La policière entre dans la salle d'interrogatoire et adopte une posture menaçante en saluant Liu Lan. Le gars réagit à peine à ses actions, attendant juste quelque chose. Naturellement, la jeune fille réagit avec colère, ordonnant que l'interrogatoire commence et que Liu Lan doive coopérer lors de tels procès. Il ne montre toujours aucun signe de vie, juste assis à table, les mains jointes. La policière crie au prisonnier Liu, lui disant d'arrêter de jouer à des jeux et de coopérer avec elle maintenant. Par la suite, d'un ton plus calme, elle dit que son temps pour prendre une décision est épuisé et lui tend la main. La policière se jette sur le prisonnier, essayant ainsi de le ramener à la raison. Elle pointe sa main vers le visage de Liu, essayant de lui porter un coup typique pour de telles occasions. Cependant, tout à coup,
la jeune fille remarque un changement étrange chez le gars et est incapable de contenir sa surprise. Liu Lan semble réellement se réveiller et bloque instantanément le coup, comme si c'était exactement ce qui lui était nécessaire pour reprendre ses esprits. Il demande en plaisantant à moitié à l'officier si elle essaie de torturer ses suspects dans un tel environnement. La jeune fille retire sa main et, avec une expression arrogante, ordonne que l'interrogatoire commence enfin. L'officier demande des informations générales sur le nom de Liu Lan, son âge et sa position en tant que directeur adjoint du département de sécurité de Mu. Ayant appris tout cela, elle passe à la question principale de l'interrogatoire. Comment un garde d'un tel rang a-t-il pu être entouré d'une vingtaine de combattants professionnels et même pas blessés? Liu Lan répond que s'il a gagné si facilement ce combat contre les combattants de Cao Cao, alors peut-être que les combattants eux-mêmes n'étaient pas aussi professionnels. L'officier a serré avec colère le stylo dans sa main, ne voulant pas admettre un mensonge aussi évident sur la foi. Elle décide que si Liu Lan pense qu'il est si fort, laissez-le le prouver dans un duel avec elle. Liu Lan accepte ce défi, mais demande d'une manière quelque peu dédaigneuse de ne pas le frapper au visage ou aux jambes. La policière a réagi avec colère devant une telle bravade, se préparant à détruire son adversaire. L'officier décide d'attaquer avec son pied et se balance brusquement vers Liu Lan depuis une position ressemblant à une fente verticale. Cependant, le gars évite facilement ce coup grâce à sa vitesse surpuissante, à laquelle il est désormais complètement habitué. Le pied du policier a heurté le sol en béton, la blessant grièvement. Le policier regarde sa rivale avec méfiance, pensant à la façon dont il a pu éviter son attaque. Elle lance une autre attaque, cette fois à la poitrine, mais Liu esquive toujours, inclinant son torse sous la trajectoire du coup de son adversaire. L'attaque suivante visait le visage, mais elle a également été évitée, car il se déplaçait trop vite pour le policier. Après 5 minutes et une centaine de coups similaires, dont aucun n'atteignit sa cible, l'officier retint son souffle, un peu fatigué, essayant en même temps de comprendre comment cela était possible. Finalement, elle dit à Liu Lan que s'il n'attaque pas, elle l'accusera d'avoir attaqué la police. L'adversaire demande seulement avec un regard incompréhensible pourquoi même s'il ne la frappe pas, elle le condamnera quand même comme agresseur. La jeune fille lui ordonne de montrer ses véritables compétences et lance une autre attaque à la poitrine, que Liu Lan esquive habituellement. Cependant, il mène également son attaque en frappant les jambes de l'officier, lui faisant perdre l'équilibre. Cela se produit réellement, avec le bruit de stupéfaction provoqué par cette attaque, la jeune fille a perdu l'équilibre. Tombant vers son adversaire, elle constate que Liu Lan a quand même osé s'en prendre aux représentants de la police. En essayant de l'aider à minimiser les dégâts, l'homme l'a retenue pendant qu'elle tombait, mais malheureusement, il a attrapé l'officier par la poitrine, la gardant en équilibre. Bien sûr, une telle situation a forcé la jeune fille à se balancer vers Liu Lan avec l'ordre de lui retirer les mains. Le gars, comme s'il ne comprenait pas ce qui n'allait pas dans cette situation, décide avec irritation de laisser partir son rival. Cependant, cela l'a fait tomber directement sur Liu Lan, réduisant considérablement la distance entre les deux, ne faisant qu'empirer la situation. Et comme si cela ne suffisait pas, l'officier frappe ses lèvres contre celles du type comme pour un baiser. Bien sûr, la jeune fille réagit en conséquence et donne un coup de pied à Liu Lan entre les jambes en réponse aux actions obscènes. Il crie fort sous le choc douloureux, effrayé par une telle attaque. L'officier se lève et atteint la région de l'aine de Liu Lan, contre laquelle il essaie d'une manière ou d'une autre de se défendre avec des remontrances. Dans un accès de colère, la jeune fille ordonne au gars de sortir de la gare, ce à quoi il ne peut presque pas croire sa chance. Liu Lan, licenciée, s'enfuit joyeusement de la salle d'interrogatoire, laissant l'officier seul avec elle-même. La jeune fille était un peu fatiguée et tomba sur le béton, déçue, pleurant la perte de son premier baiser dans une situation aussi compliquée. Essuyant les larmes de ses yeux, elle ordonne à Liu Lana de ne plus jamais revenir dans ses yeux. Le gars, quant à lui, quitte la gare, irrité par le fait qu'il n'y a ici aucun soin médical dont il aurait besoin après la confrontation. Il décide donc d'arrêter un taxi et de se rendre dans un endroit quelque peu familier afin de résoudre ses problèmes. Le gars dit au taxi de s'arrêter, cachant toujours sa blessure à l'aine avec sa main. Une fois dans la voiture, Liu ordonne au chauffeur de quitter les lieux car il ne peut pas rester à cet endroit une minute de plus. Le chauffeur a emmené Liu Lan chez Xue Jing, où il vivait en tant que fiancé et collègue. Le gars peut à peine se contrôler, tenant toujours son aine blessée et disant qu'il ne peut plus se retenir. Il voit que la maison semble vide, donc Xue Jing n'est probablement pas revenu, étant très en retard au travail. Réalisant qu'il est probablement seul, Liu Lan ouvre grand la porte d'entrée et entre dans la maison. Tout d'abord, le gars court rapidement et joyeusement aux toilettes pour faire face aux conséquences de la collision. Pensant qu'il était seul, Liu Lan a fermé la porte des toilettes avec un bruit fort. Cependant, ces théories n'ont pas été confirmées et Xue Jing était toujours à la maison, et en entendant ce bruit de porte, elle est descendue pour vérifier que c'était Liu qui était venu. La jeune fille s'est assise sur l'un des canapés du salon et a pensé qu'en rentrant à la maison après cette terrible journée, elle avait complètement oublié de récupérer son fiancé. Par la suite, un bruit étrange a pu être entendu dans l'une des pièces, ce qui a éveillé des soupçons à Xue Jing. La jeune fille revint et vit que les bruits provenaient des toilettes, ce qui l'alarma encore plus. Pourtant,
Un simple coup d'œil à travers la porte translucide des toilettes suffisait pour comprendre ce qui se passait. Xue-Jing a vu Liu assis sur les toilettes dans une certaine position dans laquelle l'hypothèse qu'il se masturbait était la plus évidente. Elle a décidé de prendre une batte de baseball et de donner une leçon à son fiancé sur de telles choses. Xue-Jing prépara sa batte pour l'attaque et se demanda si Liu avait un dernier souhait. Liu Lan lui-même, sans s'en douter, a reçu le téléphone pour s'inspirer de ses activités. L'instant d'après, la jeune fille ouvre, ou plutôt renverse, la porte des toilettes. Bien sûr, Liu Lan ne peut réagir à cela avec aucun sentiment autre que le choc, même en laissant tomber son téléphone par terre. Et oui, Xue-Jing a porté plusieurs coups modérés en guise de punition pour les péchés de Liu. Après un certain temps, alors que les émotions des deux n'étaient pas à leur paroxysme, Xue-Jing rappelle à Liu que leur engagement n'est rien de plus qu'un geste politique et que les frontières entre eux doivent rester. Liu Lan, battu, hoche la tête et essaie de dire à la fille que tout n'est pas comme il semble. Xue-Jing ne comprend pas vraiment ce qui pourrait être compris dans cet incident, car Liu a continué à trouver des excuses maladroites. Réalisant que lui parler n'apporterait pas le moindre progrès, la jeune fille a envoyé Liu dans sa chambre, le menaçant de perdre son emploi et son logement si une situation similaire se reproduisait. Liu Lan accepte et se rend dans sa chambre, se rappelant mentalement que l'amulette de Yaozi n'a rien changé à cette situation. La jeune fille regardait seulement avec irritation, toujours incapable de se débarrasser des émotions liées à cet incident. Chez Xue-Jing, la nuit était enfin arrivée, éclairée par la pleine lune. Liu Lan gisait sombrement dans son lit et se souvenait de son passé lointain avec insatisfaction. C'était vraiment quelque chose de spécial à retenir en comparaison avec son statut social actuel douteux, dont seule sa nouvelle force est le salut. L'époque où il était si riche qu'il pouvait jeter de l'argent et être constamment entouré d'une agréable compagnie. Des époques où les familles les plus célèbres, comme le même YE, s'inclinaient devant son succès et sa richesse. Cependant, Liu Lan a décidé qu'y réfléchir ne mènerait à rien et qu'en plus, il ne devrait pas être en retard pour le premier jour de son nouveau travail. Soudain, il se souvint que Guan Yaozi l'attendait toujours dans la prison céleste, attendant de la nourriture. Le gars a décidé de ne pas perdre de temps et a immédiatement ordonné à la sphère de le transférer en prison. Liu Lan a présenté plusieurs plats devant Yaoji et a voulu s'excuser pour certaines choses du passé. Sur une petite table, il y avait du vin, du poulet grillé, un plat de viande spécifique et un accompagnement de légumes. Le type s'est excusé de ne pas avoir pu fournir de la nourriture aux prisonniers au cours des 2 derniers jours. Yaozi était visiblement épuisé et affamé, donc son expression était appropriée. Le poulet grillé lui paraissait particulièrement juteux et savoureux après une certaine période de jeûne. Il semblait que la simple odeur des plats qu'il voyait pouvait rendre Dieu fou et le sauver de la faim. Yaozi se tourne vers le gardien et lui dit que c'est une déclaration trop modeste et qu'il a été emprisonné dans des conditions bien pires. Sur ce, comme pour porter un toast, ou plutôt ici comme un symbole de compréhension mutuelle, le dieu et la sentinelle trinquèrent. Liu Lan, à son tour, a répondu que c'était trop d'éloges pour lui et qu'il faisait simplement son travail. Après une assez longue marche, Yaoji complimente Liu, disant qu'il est la meilleure sentinelle qu'il ait jamais vue, mais qu'il doit l'avertir de quelque chose. Dieu déclare que Liu peut maintenant avoir l'impression d'avoir dépassé toutes les limites possibles, mais en réalité, il n'est pas loin sur le chemin de l'immortalité. Bien sûr, Liu était quelque peu tendu par cette déclaration, puisqu'il se considérait comme indemne désormais. Avec cela, Yaozi commença à se remémorer des souvenirs lointains de l'époque où lui-même était mortel, il y a 500 ans. Il se souvient de 4 étapes d'entraînement, qui comprenaient la communication avec des puissances supérieures, la transformation du corps, l'énergie chi et un royaume mystique comme celui de Liu. Cependant, Yaozi dit que malgré le travail acharné, de nombreux mortels ont parcouru ce chemin, montrant combien d'opportunités s'offrent à eux. Bien sûr, cela donne à Liu une idée sur la façon d'utiliser Dieu dans sa croissance future, et il lui demande de l'aide. Yaozi refuse, car les dieux ne peuvent pas influencer le sort des mortels sur le chemin de l'immortalité. Liu n'abandonne pas et demande toujours de l'aide en cours de route, ce à quoi Yaozi dit qu'il peut toujours utiliser tous les cadeaux que les dieux et les immortels lui donnent. Cependant, cela n'est toujours pas suffisant pour Liu, qui veut tout ici et maintenant, et il se souvient avec irritation de la façon dont il est venu à Yaoji au milieu de la nuit pour rendre des services et s'est retrouvé sans la gratitude qu'il recherchait. Le lendemain était le premier jour de travail de Liu Lan au sein de la société Mu, au département de sécurité. Alors le gars se précipitait déjà vers le bureau, enfilant sa veste au fur et à mesure. À la réception, un des employés de l'entreprise a dit à Liu qu'il devait assister à une réunion dans la salle de conférence. L'instant d'après, elle discute avec son collègue du fait que cette réunion devrait être réservée à la direction, donc ce que Liu y fera n'est pas clair. Liu regarda sa montre, qui indiquait exactement 9 minutes, et sut qu'elle était à l'heure. Il ouvrit pathétiquement la porte de la salle de conférence et salua bruyamment la direction de l'entreprise. Cependant, toutes les personnes présentes ne le saluèrent que par le silence et des regards étonnés. La direction discute entre elles de la nécessité pour tout le monde d'arriver 15 minutes avant la réunion et du fait que le président déteste être en retard. L'un des dirigeants s'est adressé à Liu Lan par son nom, lui demandant qui lui avait donné, à un agent de sécurité engagé, le droit d'entrer dans la salle de conférence. Ce leader s'approche également de Xue-Jing et s'excuse pour l'incident provoqué par Liu,
affirmant qu'il n'a pas encore été formé. Madame Mu ordonne à tout le monde de s'asseoir et de commencer enfin la conférence. Le leader hoche la tête avec approbation et dit qu'il fera sortir Liu Lang à ce moment précis, après avoir tout préparé pour la réunion. À la surprise de toutes les personnes présentes, Xue Jing répond qu'elle voulait dire que tout le monde devrait s'asseoir, y compris Liu Lang. Le président annonce le début de la réunion, et la direction est choquée par l'apparition d'un simple agent de sécurité à cette réunion. Elle regarde également Liu et lui rappelle de s'asseoir, ce à quoi le gars obéit. Le dirigeant qui voulait faire sortir Liu avait maintenant l'impression que le garde lui-même l'avait déshonoré devant le président. Tout d'abord, la présidente rapporte qu'en raison de la passivité du directeur de la sécurité Li dans son travail, elle doit élire un nouveau candidat pour ce poste. La direction discute entre elles, divisée sur le caractère négatif ou positif de cette décision. Après avoir évalué les conditions de fonctionnement de l'entreprise, ils ont décidé d'accueillir le candidat le plus probable pour le poste, le vice-directeur qui essayait de faire sortir Liu. Bien sûr, se réjouissait de cette opportunité, rêvant déjà de prestige et de toutes les merveilleuses conséquences d'une position aussi élevée. Le président a commencé de façon dramatique la proclamation du nouveau président du département de sécurité, s'arrêtant avant le nom du nouveau chef. À la surprise de toutes les personnes présentes, il s'est avéré qu'il s'agissait de Liu Lang, ce qui a probablement été considéré par eux comme une décision douteuse. Cependant, bien sûr, ce fut une grande joie pour Liu lui-même, pour qui une position aussi élevée au début de sa carrière était un changement purement positif. Il s'incline devant toutes les personnes présentes, disant que c'est un honneur de travailler parmi les gens. Quelques heures plus tard, la réunion de la direction de la société Mu se terminait et chacun se tournait vers ses propres affaires. Cependant, Monsieur K avait un certain plan pour le nouveau chef de la sécurité, alors il a appelé Liu Lang pour parler. Il se présente sous le nom de Ke Mingsheng et propose au nouvel employé une visite des bureaux de l'entreprise. Les deux hommes se serrent la main de manière polie, mais leur antipathie mutuelle saute immédiatement aux yeux. Que pense que Liu Lang a obtenu le poste à cause du népotisme, il sera donc facile de le renvoyer de son poste. Le gars réagit presque avec émotion, mais avec approbation, aux paroles polies de Ke. Le vice-directeur, quant à lui, informe ses subordonnés que Liu Lang est inexpérimenté et incompétent. Ke et le nouveau chef entrent dans l'aile où se trouve le service de sécurité. Le chat dans lequel Ke a écrit soutient fortement l'idée de faire fuir Liu Lang de cette position. À l'entrée du département, on entend une grande agitation parmi les ouvriers, que laisse le nouveau tête la première. La porte s'ouvre avec un grincement, comme si quelqu'un avait tendu un piège à celui qui s'apprêtait à entrer. Liu Lang a habilement esquivé l'effet de ce piège, quel qu'il soit. Par la suite, le gars commente à Qiyu que quelqu'un ne fait pas le ménage, ce à quoi il répond avec un mécontentement à peine caché. Les employés du département étaient assis à table avec des cigarettes à la bouche et jouaient au mahjong, quand l'un d'eux a demandé pourquoi personne n'avait frappé à l'entrée. Par la suite, l'homme s'est levé et a poussé Liu Lang durement. Il a demandé ce qu'il regardait et a ordonné que la porte du département soit fermée. Liu Lang a demandé au personnel ou simplement aux bandits avec un regard quelque peu menaçant. Que dit que le service de sécurité est l'un des plus difficiles à gérer car tout le monde ici n'écoute que les patrons forts physiquement et mentalement. Liu Lang demande que s'ils dérangent autant tout le monde autour d'eux, alors pourquoi ont-ils toujours leur position? Par la suite, il ordonne à tout le monde de nettoyer tout le désordre dans le bureau en une demi-heure et si rien n'a été fait à son retour, alors tout le monde sera renvoyé. Ke Mingsheng et certains membres du personnel de sécurité ont été effrayés par une telle menace. Cependant, la personne qui s'adressait à lui au début avait une expression indifférente et voulait parler avec une nouvelle tête. Il demande comment un tel type, de moins de 30 ans, sans expérience, peut être leur chef. Le mari demande quelles sont les compétences professionnelles du président, s'il a suivi une formation militaire et s'il sait comment agir en cas d'urgence. Ke Mingsheng note que cet homme, Dahu, a choisi une bonne stratégie pour influencer Liu Lang. Enfin, Dahu demande comment Liu Lang va gérer la sécurité de l'ensemble de l'entreprise sans connaissances professionnelles ni capacité physique. Sur ce, le département de sécurité s'est tranquillement moqué de Liu Lang. Cependant, le gars était prêt à relever un tel défi et a proposé un duel sur les toits. L'homme a été surpris par cette initiative, mais n'a pas refusé, Ke a ajouté que Da avait de l'expérience en tant que soldat des forces spéciales. Peu à peu, les gens ont commencé à se rassembler autour des deux rivaux, voulant voir comment le nouveau chef pourrait perdre face à leur favori de longue date. Le président est également apparu parmi la foule, observant attentivement les actions de Liu Lang. En préparation pour la bataille, Da a déchiré sa chemise, disant à Liu que ses attaques pourraient être trop fortes pour lui. Le gars n'avait pas peur et encourageait son adversaire à attaquer. Les toits ont commencé à attaquer, mais selon la stratégie familière, Liu Lang a habilement esquivé toutes les attaques. L'homme se moque de son évitement constant d'être frappé, mais admet quand même que Liu est assez rapide. Comprenant qu'il est temps, le bonhomme s'apprête enfin à mener son attaque, tout en esquivant les points du toit. Il frappe profondément dans la poitrine de l'adversaire, affirmant que c'est la première d'une série de frappes ultérieures. Ruf regarde Liu avec colère, ne comprenant pas comment il a pu permettre que cela se produise. Liu pense que la puissance qui lui a donné de la vitesse peut aussi imiter les techniques de ses adversaires. Ainsi, avec cette connaissance, il utilise ce pouvoir, Star Changing,
pour sa prochaine attaque. L'attaque fonctionne et Liu Lang écrase le visage de son adversaire. Le toit tombe honteusement au sol, reconnaissant la victoire du nouveau chef du service de sécurité. Liu Lang, à son tour, fait appel aux autres employés du département, les encourageant à l'attaquer également, mais ceux-ci refusent, reconnaissant sa force. L'un des gardes apporte même une chaise pliante pour que Liu puisse se reposer. Que déclare qu'à partir de maintenant, tous les travailleurs considéreront véritablement le nouveau président comme leur véritable maître. Finalement, le président Mu émerge de la foule et demande à Liu ce qui se passe ici, en pleine journée de travail. Toutes les personnes rassemblées ont immédiatement couru vers leur lieu de travail, effrayées par les amendes pour mauvaise conduite. Xue Jing ne peut s'empêcher de remarquer que Liu Lang sait vraiment se battre. Cependant, l'instant d'après, elle ne peut pas croire ses propres mots selon lesquels elle le considère au moins quelque peu compétent. L'action se déplace donc à nouveau vers le département de sécurité, où Liu Lang a désormais gagné sa position devant ses subordonnés. À son bureau, le gars pense rêveusement à quel point il est invulnérable et que maintenant, grâce au pot de vin de la prison céleste, le chemin vers un riche passé est garanti. Il mentionne également que Bang Xian a parlé de la possibilité d'atteindre le rang divin, ce qui pourrait l'aider en amour. Cependant, il est distrait de son rêve par des douleurs au ventre, dont il se plaint. En fin de compte, Liu doit courir aux toilettes en panique et supplier son estomac de ne pas trop se plaindre. Liu l'enferme bruyamment la porte des toilettes derrière lui et s'assoit paisiblement sur les toilettes. Il dit qu'il se sent calme, mais il y a quelque chose qui le trouble. Dans le stand de Liu, une grande fille avec un chien se tenait juste devant lui et le regardait droit dans les yeux. La jeune fille s'est couvert le nez pour ne pas sentir cet endroit, faisant remarquer que la sentinelle habite probablement ici. Le chien, quant à lui, explique à la jeune fille que s'il n'avait pas manqué les points bureaucratiques, il ne se serait pas retrouvé dans une telle situation maintenant. Liu Lang, toujours confus quant à la situation, dit aux deux de sortir du stand et de ne pas le déranger. Se raclant la gorge, la jeune fille ordonne d'un ton solennel à Liu de maintenir l'ordre. Elle pose facilement le chien au sol, où l'on peut voir un intéressant médaillon. Après cela, comme Ben Xian, elle lit le livret judiciaire de ce petit chien, Wu Ling avant Li Dog, avec ses crimes et ses punitions. Liu Lang considère cela comme une blague stupide, ne comprenant pas comment une telle créature peut être condamnée. Au bout d'un moment, il rêve de pouvoir gagner le cœur de Xue Jing même sans amulette d'amour. Dans ce rêve, Xue Jing demande à Liu de lui montrer les pièces violettes célestes, ce qu'il accepte volontiers. Cependant, la jeune fille les utilise uniquement pour rejoindre plus tard les plus hauts cercles du ciel, se moquant des tentatives romantiques de Liu. En fin de compte, la présidente elle-même le remarque dans ce rêve, se retenant à peine du désir de le libérer. Xue Jing réfléchit à la façon dont ce type ose dormir au travail et rêve même d'elle dans ses rêves. D'un ton dédaigneux, Wu Ling avant Li Dog s'adresse à Liu Lang, lui ordonnant de lui apporter de la nourriture. Le gars transporte tout un chariot de choses différentes pour le chien sous ses commentaires pompeux et ses menaces. Liu Lang essaie de cacher sa colère et d'être retenu et calme. Le chien a l'habitude d'être entouré de plats divers, de jouets et de serviteurs. La sentinelle ne sera donc en aucun cas contente de ce prisonnier. Le prisonnier dit que si Liu ne lui plaît pas, cette prison cessera d'exister. Le gars prétend que, bien sûr, il n'offrirait pas aux chiens des choses ordinaires pour les chiens mortels. Liu Lang montre au prisonnier un tas de jouets différents, d'oreillers et d'autres objets similaires. Le chien regarde tous ces jouets avec indifférence et demande à la sentinelle s'il pense vraiment que quelque chose comme ça pourrait être utile à un être immortel. Liu Lang ramasse le frisbee et pense en même temps que toutes ces choses appartenaient au chien Xue Jing. Le gars lance rapidement le frisbee, encourageant le chien à l'attraper. Skydog réagit instinctivement et le rattrape en quelques secondes, quelque peu confus par cette réaction. La même chose se produit avec la nourriture, dont le chien se détourne dans un premier temps parce qu'elle n'est pas assez savoureuse. Par la suite, il absorbe intensément toute cette nourriture, ce dont Liu Lang se moque. Le chien trouve également un jouet en forme de poulet et le touche soigneusement, essayant de comprendre pourquoi Liu Lang l'a apporté. Et quelques secondes plus tard, ce prisonnier joue joyeusement avec ce poulet, incapable de se laisser distraire par son environnement. Au son de cette plaisanterie canine, Liu Lang décide de quitter temporairement le bâtiment de la prison. En plus de toutes les autres tâches, le gars doit éliminer les déchets du chien céleste, pour lequel il est sorti. Cependant, parmi ces déchets, il remarque quelque chose de très brillant et s'en réjouit, pensant que cela a de la valeur. Liu note que les excréments du chien du ciel sont un engrais très efficace pour faire fleurir le sol dur autour de la prison, c'est donc une conséquence de cela. Le gars se réjouit à l'idée que cela puisse être du véritable or et que ce chien puisse en rapporter encore plus à l'avenir. Cependant, plus tard, il s'aperçoit que ces objets brillants sont assez doux, que la texture est étrange et, en général, on peut à peine penser qu'il s'agit d'or. Liu Lang jette avec colère ce pseudo-or par terre, pensant qu'il s'agit d'une contrefaçon divine douteuse. Cependant, dès qu'il se retourne, une petite brindille pousse à partir de cet or. Le lendemain matin, Liu Lang se retrouve au même endroit pour sortir à nouveau les déjections du chien. Cependant, quelque chose d'incroyablement le surprend avec l'apparition dans un endroit où rien n'était hier encore. Un énorme arbre aux fruits inhabituels, ressemblant à un corps humain, apparut devant lui. Ces fruits l'amènent à se demander quel genre de chose légendaire se tient maintenant devant lui. Il pense qu'il s'agit du mythique ginseng,
et qu'il a probablement germé en une seule nuit à partir des haricots dorés qu'il a jetés hier. Liu rappelle que Journée to the West mentionne que c'est l'odeur du fruit du ginseng qui donne 360 ans de vie, et son goût qui donne 47 000 ans. Le gars comprend qu'il ne peut pas être sûr qu'il s'agit d'un vrai fruit du ginseng, il devrait donc contacter un spécialiste. Et c'est pourquoi il vient à Yaozu avec cette question, lui demandant si c'est vraiment à cela que ressemble ce fruit légendaire. Yaozu regarde la photo de ce fruit et confirme que c'est bien lui, bien qu'immature, et que sa magie n'est pas si puissante qu'elle lui donne autant d'années de vie. Le prisonnier immortel révèle que le fruit du ginseng est assez rare dans le monde des mortels et que même des milliers d'années plus tard, les arbres peuvent ne pas produire ce fruit. Il ajoute également que, sous sa forme habituelle, le fœtus ajoute 3 années à la vie, mais que sous la forme d'une sphère spéciale, ce nombre peut atteindre 10 ans. Yaozu conclut ainsi son discours sur le fruit légendaire. Liu en reste ouvertement déçu de cette situation, car la différence entre des milliers d'années et 10 est trop grande. Cependant, Yaozu prévient Liu que s'il obtient ces fruits d'une manière ou d'une autre, il devrait les garder pour lui, sinon il ne survivra pas les 3 prochains jours. Le gars est quelque peu effrayé par un tel avertissement, mais en même temps, il ne comprend pas pourquoi ce fruit pourrait entraîner sa mort. Yaozu dit qu'un tel fruit est incroyablement utile pour les pratiquants qui sont au bord de la vie ou de la mort ou sur le point de faire une nouvelle percée dans leurs enseignements. En entendant cela, Liu a répondu qu'il n'allait prendre aucun risque, mais dans son esprit, il souhaitait déjà trouver ces pratiquants pour gagner de l'argent avec eux. Le gars demande alors dans combien de temps les fruits sur cette photo devraient mûrir, ce à quoi le prisonnier répond que cela arrivera incroyablement bientôt, étant donné qu'ils mettent généralement des siècles à mûrir. Liu se réjouit de cette nouvelle, car il s'ensuit que si un arbre avec de l'engrais pour chien pousse du jour au lendemain, les fruits mûriront encore plus vite. Pendant ce temps, plusieurs autres choses se passent au travail de Liu, dans le bureau de l'entreprise de Mu. Avec le bruit des talons claquant sur les carreaux du bureau, le président de l'entreprise, Xuejing Mu, entre dans le service de sécurité. Elle appelle Liu parce qu'elle a besoin de ses services, mais avec le temps, elle constate qu'il dort ouvertement au travail. À juste titre, Xuejing le frappe à la tête pour avoir dormi au travail et le gronde pour cela. La jeune fille pose ses mains sur la table du bureau et ordonne à Liu de reprendre ses esprits. À terme, elle souhaite lui offrir une mission extrêmement importante, dont la valeur dépasse les 200 millions. Liu traite cette proposition avec une certaine surprise et suspicion, puisqu'un simple chef de la sécurité n'aurait pas la compétence pour gérer une affaire de ce niveau. Xuejing, d'une manière quelque peu ludique, dit que Liu a vraiment remarqué cela et demande s'il ne comprend vraiment pas la raison d'un tel choix. Le président dit avoir apprécié son travail en se présentant à son département comme un président compétent et c'est pourquoi elle a décidé de lui confier cette mission. Liu détourna le regard avec déception et embarras, pensant que cela pourrait être un signe des sentiments de Xuejing pour lui. Le président explique que l'essence principale de la mission est de protéger le transport des émeraudes extraites dans le pays de M. Liu répète encore une fois qu'il ne s'attendait pas à une telle confiance en lui. À cela, la jeune fille répond qu'elle connaît bien son travail au sein du département de sécurité, elle pense donc pouvoir lui faire confiance dans cette mission. Dans son esprit, elle dit que pour garder un œil sur les anciens responsables de l'entreprise, le président a placé ces gens dans chaque département comme espions, parmi lesquels Liu. Finalement, elle informe le gars qu'il rejoindra le transport demain en s'envolant vers lui, et quitte le département. Le lendemain, comme ordonné, Liu arrive en avion à sa destination à l'aéroport international Monsieur A. Cependant, étant seul avec ses pensées, le gars se souvient de l'autre côté de sa vie. Se souvenant du nombre de choses qu'il avait apportées au chien céleste, Liu décida que la prison devait être en bon état. Après une demi-heure d'attente pour les personnes qui étaient censées le rencontrer à l'aéroport, du moins selon Madame Mu, Liu a commencé à se sentir irrité. Puis un homme de grande taille en costume sombre et lunettes de soleil s'est approché de lui et l'a attrapé par l'épaule. Liu pensait qu'il s'agissait simplement de chauffeurs de taxi réguliers qui voulaient le conduire quelque part à des prix exorbitants et a réagi en conséquence. Un homme en costume s'est approché de lui et lui a demandé s'il était le gardien de la compagnie de Mu, qui était censé arriver à cette heure-là. Le gars a finalement remarqué l'insigne de l'agent de sécurité sur son costume et a réalisé à qui il avait réellement affaire. Il a changé son ton pour un ton plus amical et s'est présenté comme le chef du département de sécurité de la société Mu. Cependant, le garde lui a tourné le dos, se présentant simplement comme Zhao Shanling et demandant pourquoi l'entreprise avait envoyé un nouveau venu. Étonnamment, Liu a retenu sa colère et n'a pas essayé de démontrer ses capacités physiques en réponse. Zhao dit ouvertement qu'il gère l'ensemble du processus de transport des émeraudes et espère que Liu ne deviendra pas un lest pour elles en cours de route. Le gars répond encore une fois avec réserve, ne voulant pas semer le chaos dans une mission aussi importante. Et maintenant, ils étaient enfin sur la route de la mine d'émeraude à l'aéroport pour assurer le bon transport des marchandises. Zhao dit à juste titre à ses subordonnés que tout est calme et qu'il leur suffit de livrer les marchandises à l'aéroport, après quoi la mission sera terminée. Cependant, l'instant d'après, il entend une explosion à proximité, provoquant la panique de Zhao et de son compagnon. Évidemment, les transporteurs ont été pris dans une embuscade et se retrouvent désormais confrontés à tout le chaos de cette situation. Les gardes Zhao en tête sortent leurs fusillés, avec des masques à gaz déjà en place.
se prépare à la défense. Cependant, Zhao remarque par la suite que leurs rivaux sont armés, sinon mieux, du moins pas pire, et que la bataille sera sanglante. Des coups de feu se font entendre et plusieurs gardes subordonnés tombent au sol, tués par les fusils ennemis. Zhao regarde autour du champ de bataille, couvert d'explosions et de cadavres, et n'arrive pas à se remettre du choc. Le garde se rend compte qu'il est incapable de protéger la cargaison car les assaillants sont trop forts. Liu Lang est également sous le choc, bien qu'un peu plus doux, ne comprenant pas quel genre d'attaquants peuvent se permettre des armes aussi puissantes. Il demande à Zhao, qui vient d'arriver, qui connaissait les informations sur le transport des émeraudes à cet endroit et s'ils ont un plan pour cette affaire. Zhao enlève son masque et crie de panique, affirmant qu'il comprend à peine d'où viennent tous ces attaquants. Liu Lang voit que les attaquants sont assez professionnels en ciblant les membres des gardes afin de les affaiblir, mais pas de les tuer. Zhao Shanling apprend que les assaillants promettent de laisser tous les porteurs en vie s'ils rendent leurs armes, ce que le garde est tout à fait disposé à faire. Liu Lang est incapable de comprendre une telle démarche, soit parce qu'elle ne fait pas confiance aux attaquants, soit parce qu'elle la considère comme une lâcheté. Zhao affirme que la survie est la chose la plus importante dans les intérêts de son équipe, il ne veut pas perdre ses frères, il pense donc qu'il est juste de se présenter maintenant. Le garde se présente sans armes vers les assaillants et jette l'arme devant lui, parlant de telle manière qu'il paraît. Liu Lang dit mentalement à quel point ses gardes ne sont pas fiables pour une telle opération. Pendant ce temps, les assaillants ligotent Zhao Shanling ainsi que les membres de son commandement, tout en confisquant leurs armes. Le chef des assaillants affirme que tout est clair et ordonne à ses subordonnés de s'assurer que les prisonniers sont inconscients et de les emmener avec leur voiture. Après un certain temps, ces assaillants se sont arrêtés et se sont reposés paisiblement pendant qu'ils en avaient l'occasion. Liu Lang, quant à lui, a maudit Zhao Shanling pour avoir abandonné, et il a maintenant été forcé de rester en embuscade sous l'une des voitures. Il attend un certain moment pour attaquer le chef de ce gang, projetant de semer le chaos dans le camp. Et maintenant, le moment est venu pour Liu de se venger de ses assaillants. Avec l'extraordinaire rapidité de ses étoiles changeantes, une force spéciale, le bonhomme s'est retrouvé immédiatement derrière la tête, réécrivant paisiblement la présence de la cargaison. Liu Lang décide de mettre l'amulette d'amour de Yaozi dans la poche arrière du pantalon de ce bandit pour faire des ravages dans le camp. La seule chose que sa tête remarque est l'étrange souffle du vent dans sa direction, ne comprenant pas d'où il vient d'ici. Rejetant rapidement ses pensées comme étant sans importance, il retourna au camp, rapportant qu'il avait vérifié toute la cargaison. Et à ce moment-là, entouré de nombreuses personnes, l'amulette a commencé à briller et à concrétiser le plan de Liu Lang. Bien sûr, maintenant les gars de ce gang regardaient leur patron avec des yeux affectueux, discutant de sa beauté. Il s'est simplement couvert de ses mains, ne comprenant pas ce qui était arrivé à ses frères pour qu'ils commencent à parler de telles choses. Cependant, il continuait seulement à le regarder avec des yeux aimants, observant chaque mouvement. Finalement, le chef s'est enfui et au début, les gars ont couru après lui comme s'ils étaient leur plus grand trésor. Cependant, par la suite, les trois frères ont commencé à se disputer pour savoir qui méritait exactement le cœur de leur patron. Après tout, les mots ne signifient pas grand-chose dans de tels cas, alors ils ont commencé une bagarre massive pour l'objet de leur amour temporaire. Liu Lang regarde ce chaos, construit selon sa volonté, et ne peut s'empêcher de profiter du spectacle. Non loin de lui se trouvait le commandant de ses assaillants, qui cherchait encore à comprendre ce qui avait provoqué une réaction aussi violente. Par la suite, il remarqua qu'il y avait quelque chose dans sa poche arrière, le même charme d'amour de Liu Lang. Et à ce stade, Liu commence la prochaine partie de son plan, se préparant à attaquer ses adversaires. Il saisit rapidement la tête des agresseurs par le cou, ne lui laissant pas l'occasion de comprendre les circonstances dans lesquelles il se trouve. Cependant, il essaie d'avertir tout le monde de l'ennemi dans le camp, mais Liu Lang lui tord le cou d'un seul mouvement. Le cadavre du bandit tombe lourdement au sol, du sang coulant de sa bouche. Le gars décide qu'il est temps de reprendre son talisman, car il n'apporte que peu d'avantages aux morts. Il retire également le fusil du cadavre et, utilisant le changement d'étoile, se prépare à attaquer d'autres membres du gang. Liu Lang considère pathétiquement son attaque comme une vengeance ou une vengeance après la reddition honteuse de Zhao Shanling. Avec un sourire narquois sur le visage, le gars installe confortablement son fusil et se prépare à tirer sur ses ennemis. Et puis une pelouse calme se transforme en une image d'explosion et de gens paniqués pour sauver leur propre vie. Liu Lang se moque de ses rivaux, disant qu'il a tué leur béguin. Les trois bandits paniquent énormément à cause de l'attaque soudaine, mais se ressaisissent plus tard et décident de riposter. Dans le style de tous les films de mauvais garçons, Liu Lang commence à expliquer que son nom n'est pas si important pour ses rivaux. Au son de la voix, les bandits retrouvent le jeune homme et attaquent instantanément. Liu Lang continue qu'il est important de savoir qu'il ne faut pas traverser la route si l'on ne veut pas le regretter. Et sur ce, il entame une série de tirs, dont le premier vise l'épaule, renversant l'un des bandits. Le coup suivant touche Liu Lang à la jambe, projetant également l'ennemi au sol. Et ainsi il tire jusqu'à ce que tous les trois soient épuisés ou morts au milieu d'une clairière récemment paisible. Puis il se rapproche du camp de bandits et renverse un autre combattant. Cependant, bien sûr, ils sont encore nombreux ici, et ils parlent entre eux, ne comprenant pas comment Liu Lang peut se déplacer rapidement et tirer en même temps. De manière dramatique,
le gars semble inviter tous les autres combattants à tenter de lui résister ainsi qu'à ses pouvoirs surpuissants. Les rivaux de Liu Lang criaient à la miséricorde, mais dans sa nouvelle nature guerrière, Liu Lang ne considérait pas la miséricorde comme une valeur importante. Pendant ce temps, Zhao Shanling reprend conscience, après avoir entendu les coups de feu, mais ne comprenant toujours pas la situation globale. Devant lui, il voit plusieurs cadavres de bandits et théorise encore plus horriblement ce qui aurait pu se passer. Zhao pense que des renforts pourraient arriver et déclencher un nouveau combat, ou que les bandits eux-mêmes ne pourraient pas partager quelque chose entre eux. Finalement, il voit Liu Lang tenant dans sa main le cadavre d'un des bandits, et se demande s'il est possible que ce soit Liu qui ait tué tous les bandits de ses propres mains. Le gars lui-même remarque que Zhao s'est réveillé et lui dit qu'il a tout réglé et que les émeraudes sont en sécurité. Zhao est incroyablement étonné que Liu ait pu faire face à tant d'ennemis, ce à quoi il répond modestement que si quelque chose n'allait pas, il en aurait lui-même souffert. Liu détache le garde du corps, qui ne peut toujours pas cacher sa joie et veut visiblement adoucir la première impression de lui-même. Le gars se souvient encore une fois que malgré son invulnérabilité physique, si quelque chose arrivait vraiment aux émeraudes, de graves conséquences l'attendraient de la part de Xue Jing. Soudain, l'expression de Zhao passe d'amicale à craintive, l'homme a essayé d'avertir Liu du danger. Le gars a tout de suite compris de quoi il parlait et a déclaré avec mécontentement qu'il s'était laissé distraire. L'un des bandits, portant cette fois un étrange masque grisâtre, a pointé un pistolet sur sa tête. Liu Lang s'est levé et a levé les mains devant le nouvel attaquant, faisant semblant d'apparaître. Ce bandit a incliné la tête d'une manière quelque peu ludique et a envoyé Liu en enfer alors qu'il se préparait à tirer un coup de feu. Zhao n'a pas pu contenir sa propre émotion et a crié le nom de son sauveur dans l'espoir de le ramener d'une manière ou d'une autre à la réalité. Liu Lang, quant à lui, avec un léger sourire sur le visage, se préparait à utiliser ses puissants pouvoirs. En un instant, il se retrouva derrière l'attaquant et bougea sa main pour tirer vers le ciel. L'attaquant s'est éloigné de Liu à une distance de sécurité, mais ne pouvait toujours pas comprendre exactement comment il s'était retrouvé derrière lui en un clin d'œil. Ne voulant pas trop y réfléchir, le bandit a décidé que ce n'était qu'une coïncidence et a commencé à tirer sur son adversaire. Cependant, Liu Lang, traditionnellement pour lui-même, esquivait chaque balle sans difficulté. Le bandit masqué observait cela avec attention, ne comprenant pas comment une personne pouvait se déplacer plus vite que les balles. Finalement, son arme est à court de balles, alors il décide de fuir le champ de bataille. Cependant, il est incapable de s'échapper loin, Liu Lang tire un coup de feu à l'arrière de ses genoux. Le bandit, épuisé par la blessure et l'escarmouche, tombe impuissant à terre, ici et là, tremblant de peur ou de froid. Ainsi, Liu Lang pointe un pistolet sur la tempe de son adversaire, lui demandant au Tam s'il pensait vraiment pouvoir gagner. Le type décide alors d'enlever son masque et de regarder l'homme qui a eu le courage d'attaquer sa voiture. Sous le masque, on pouvait voir le visage tendu d'un homme ordinaire d'âge moyen avec une barbe à peine perceptible. Cependant, Liu Lang reconnaît ce visage de son passé ancien et regarde le bandit avec horreur et colère. Il rappelle que c'est le chef d'une des sociétés de crédit qui a forcé son père à rembourser la fausse dette. Irrité par les souvenirs du passé, Liu met une arme sur son visage et exige de savoir pour qui il travaille et pourquoi il est là. Cependant, il répond avec un sourire narquois qu'il ne dira rien, même s'il risque la mort. Liu Lang tire une balle dans le front du bandit, se demandant qui il peut protéger si jalousement qu'il est prêt à mourir. Le lendemain, dans le bureau des entreprises de Mu, le gars informe le président que sur leur chemin ils ont eu des affrontements avec des bandits qui tentaient de s'emparer des émeraudes, mais le problème a été résolu. Xue Jing demande à Liu Lang de lui dire exactement comment il a résolu le problème avec les bandits, réalisant qu'il n'avait aucune aide. Le gars répond que son processus de travail est un secret et qu'il travaille pour le résultat, essayant de distraire le président de son drame personnel. Soudain, la même sphère a brillé au niveau de la poitrine de Liu Lang, signalant la nécessité de sa présence dans la prison céleste. Le gars s'est couvert la poitrine avec sa main, essayant de cacher la lueur du président, maudissant mentalement le fait que la sphère brillait à un moment si gênant pour lui. Sur ce, il sortit rapidement de la pièce en courant, mentant à Xue Jing sur le fait de devoir faire une sorte d'inspection. La jeune fille se contenta de regarder avec inquiétude le subordonné soudainement disparu, se demandant si elle avait vraiment vu une sorte de lumière dans la poche de sa veste. Liu Lang a couru dans un couloir désert et, regardant autour de lui, s'est assuré que personne ne pouvait le voir maintenant. Conscient de cela, il commande librement la sphère pour le transporter dans une prison céleste. Au milieu des nuages, il aperçoit la sentinelle Banxian avec un nouveau prisonnier, qu'il salue chaleureusement, mais il l'interrompt rapidement et lui ordonne de se remettre à son travail. Liu Lang affirme sarcastiquement que son patron lui a manqué et se demande quel crime a été commis cette fois-ci. Il eut enfin l'occasion d'observer de près son nouveau prisonnier, un homme de petite taille vêtu d'une tenue de chef stéréotypée. Dans son livret judiciaire, il a été présenté comme Zhu Dachan, le chef cuisinier de la salle à manger impériale, et a été reconnu coupable d'avoir violé les règles de préparation des aliments lors d'une fête importante. À ce moment-là, Banxian disparaît de prison, transférant à nouveau toute la responsabilité du prisonnier sur son subordonné. Liu Lang se tourne alors vers le nouveau prisonnier, lui demandant ce qu'il peut faire pour lui,
Zhu Dachan souhaite savoir s'il y a une cuisine dans la prison céleste. La sentinelle répond qu'il n'y a pas encore de cuisine ici, mais cela pourrait changer, faisant allusion à un pot de vin. Zhu Dachan dit qu'il aime cuisiner en tant que gobi et espère l'aide de Liu Lang. Le chef remet à la sentinelle un anneau porte-bonheur, avec des gravures et une pierre précieuse noire sur laquelle est gravé un hiéroglyphe. Zhu Dachan demande à Liu Lang d'accepter cette bague en signe de gratitude pour son aide à l'avenir. Le garçon, bien sûr, accepte immédiatement la bague et la met à son majeur, lui assurant que créer une cuisine dans la prison céleste ne sera pas un problème. Le chef parle de ce dont il a besoin pour préparer confortablement des plats variés, tout en rappelant qu'il voulait explorer beaucoup de choses différentes. Même si Zhu Dachan n'avait pas encore complété sa liste d'appareils et de produits nécessaires, Liu Lang avait déjà décidé d'aller faire du shopping. Et ainsi, il se retrouve dans le magasin d'équipement de cuisine le plus proche, se préparant mentalement aux coups importants. En regardant dans son portefeuille, Liu Lang se rend compte que, malgré sa promesse, il ne peut pas se permettre l'ensemble de l'équipement. Soudain, un ballon rouge passe devant le gars, le surprenant un peu. L'instant d'après, les employés de ce magasin inondent Liu Lang de confettis, l'accueillant comme le 10 000e client. Deux consultants affirment qu'un homme peut choisir n'importe quel ensemble d'appareils de cuisine entièrement gratuitement, y compris la livraison et l'installation. Liu Lang a regardé l'anneau porte-bonheur offert par Zhu Dachan et, remarquant son éclat, s'est rendu compte qu'il était la raison de ce miracle. Alors, le gars avec un large sourire aux lèvres prend un des grands sets comme l'expliquent les consultants. L'anneau porte-bonheur lui a également fourni les fournitures dont il avait besoin pour la cuisine de Zhu Dachan, lui permettant de gagner une collection de fournitures diverses dans le cadre de la promotion de ce magasin. Et en plus de tout cela, Liu Lang a reçu 2 générateurs diesel de haute puissance, qui assureront facilement un fonctionnement constant de la cuisine. Le gars ne pouvait pas se réjouir de son bonheur, s'assurant maintenant que le pot de vin de Zhu Dachan valait tous les services qu'il allait rendre. En quelques heures, tous les équipements de cuisine, ainsi que les réserves de nourriture et les générateurs, ont été installés dans la prison céleste, ce pourquoi le chef était extrêmement reconnaissant. Liu Lang rit intérieurement du fait qu'il n'avait pas à payer un centime pour tous ces cadeaux. Le gars demande ses services professionnels à Zhu Dachan, l'invitant à préparer des plats pour la prison céleste, ce qu'il accepte. Avec cela, Liu Lang pense pouvoir ouvrir une cantine payante en prison, ce qui l'aidera à s'enrichir plus rapidement. Dans ses fantasmes, le gardien rêvait que dans une telle salle à manger, toute divinité ne devrait payer qu'en espèces, sans échange de parchemin ou de sphère. Au bout d'un moment, Liu Lang marchait dans la zone de l'entreprise de Mu, pensant à quel point sa double vie de sentinelle et d'agent de sécurité était merveilleuse. Soudain, l'un des subordonnés de l'homme sort en courant du bâtiment de l'entreprise et court vers lui signalant qu'un homme suspect portant un chapeau noir et des lunettes de soleil marche à proximité et le recherche. Liu Lang demande où se trouve exactement cet homme suspect et s'il est possible de découvrir qui il est. Le subordonné montre du doigt un étranger à lunettes et en costume formel à proximité, déclarant que c'est lui qui est en question. Il comprend qu'il a été remarqué et se retourne donc et quitte calmement la place devant le bureau de l'entreprise Mu. Liu Lang ordonne à son subordonné de retourner au travail et se prépare à rattraper la personne suspecte. Le gars s'est approché, à une distance d'où il pouvait être clairement entendu, et a crié à l'étranger. Liu Lang demande qui est cet homme, ce qu'il veut et pourquoi il a décidé de quitter cet endroit si son objectif était le plus susceptible de rencontrer Liu. L'homme enlève ses lunettes de soleil, révélant la cicatrice qui lui traverse l'œil et déclare vouloir parler à son futur beau-frère. Liu Lang affirme qu'il ne comprend pas la blague, qu'il est déjà fiancé et, bien sûr, qu'il n'a jamais trompé sa fiancée, ce à quoi l'étranger répond que même si Liu ne connaît peut-être pas le nom de sa sœur, ils se sont définitivement rencontrés. Il dit que sa sœur Tambin est une policière qui s'est occupée de lui au commissariat de police il n'y a pas longtemps, et depuis qu'il l'a vaincue au combat, il doit absolument l'épouser. Liu Lang déclare qu'il s'agit d'une logique étrange, car si Tambin avait été vaincu par un adversaire peu attrayant, ce mariage n'aurait guère eu lieu, et le gars rappelle à nouveau ses fiançailles. L'étranger se rapproche de Liu et dit qu'il a vu un contrat entre Xuejing et Liu, dans lequel ils ont convenu de fabriquer un engagement comme une démarche politique. Le gars ne peut pas contenir sa surprise que quelqu'un connaisse cette information, alors il demande directement comment l'homme le sait, ce à quoi il répond qu'il a fouillé la chambre de Liu Lang. Comprenant le niveau de danger d'être seul avec un homme, Liu Lang décide de lui dire poliment au revoir et de s'enfuir. Cependant, dès que le gars a bougé, un inconnu suspect est apparu derrière lui. Le mari couvre le nez de Liu Lang avec un chiffon avec une sorte de composé chimique, disant que si lui et Liu se voyaient, alors naturellement il devrait être tourné vers un endroit. L'étranger dit rapidement que le gars a eu une chance incroyable d'épouser Tambin et de devenir un membre de leur famille avec une éventuelle prétention à la présidence à l'avenir. Peu à peu, Liu Lang perd connaissance à cause du chloroforme ou d'un mélange similaire dont le chiffon était imbibé. La dernière chose qu'il voit devant lui, ce sont les lunettes de l'étranger. Bientôt, il essaie d'ouvrir les yeux, apparemment après un long sommeil dû à l'action du chloroforme, mais il ne parvient pas à reprendre ses esprits immédiatement. Liu Lang sent une étrange odeur sucrée près de lui et essaie de comprendre d'où cela pourrait venir. Finalement, il ouvre les yeux et se retrouve face à une grosse poitrine de femme recouverte d'une couverture rouge foncé,
toujours incapable de comprendre la situation dans laquelle il se trouve. Et puis Liu Lang crie enfin, réalisant qu'il est au lit avec Tambing, qui n'a pas non plus de vêtements, ce qui l'amène à certaines hypothèses sur ce qui aurait pu se passer entre eux. Finalement, il reprend enfin ses esprits et, dans un état quelque peu paniqué, essaie de comprendre comment exactement il s'est retrouvé dans cet état. Liu Lang essaie de comprendre où il se trouve, comment il s'est retrouvé dans le même lit que Tambing et si son frère, Tangfeng, le même inconnu qu'il a rencontré récemment, pourrait être impliqué dans cette histoire. Cependant, il n'a pas eu beaucoup de temps pour réfléchir lorsque la policière s'est finalement réveillée, comprenant elle aussi à peine la situation dans laquelle elle se trouvait. La fille regarde Liu Lang avec surprise, mais le gars, connaissant le personnage de Tambing, essaie immédiatement de se justifier auprès d'elle. L'officier exige une explication immédiate de toute la situation, et si l'homme ment, elle menace de le mettre en prison, là où, selon elle, il a sa place. Cependant, Liu Lang affirme qu'il a également besoin d'une explication de sa part, suggérant que c'est la faute de Tambing s'ils se sont retrouvés dans cette situation, menaçant même de la poursuivre en justice. La jeune fille est choquée par les accusations du gars car, malgré son caractère colérique, elle ne commettrait jamais de tels crimes. De manière dramatique, Liu Lang dit que Tambing se venge probablement de sa défaite en duel et qualifie ses méthodes de combat de sauvage. Il continue de dramatiser toute la situation, déclarant qu'il ne trompera jamais sa fiancée de son plein gré, ce qui choque la jeune fille. Tambing comprend à peine de quoi exactement Liu Lang essaie maintenant de l'accuser et demande comment il peut arriver à de tels jugements si elle ne lui a presque rien dit, mais le gars ne laisse pas les accusations. Le gars décide que le moment est venu d'échapper enfin à cette situation délicate dans laquelle il ne s'est pas retrouvé de son plein gré, alors il attrape ses affaires et sort en courant de la chambre. Alors il s'enfuit vers la prison céleste, disant finalement à Tambing de ne pas trop s'inquiéter de ses accusations, comme s'il essayait d'étouffer toute l'affaire et ne voulait plus le revoir. Plus tard, après le déjeuner, la jeune fille essaie de comprendre exactement comment toute cette situation s'est produite, en racontant les détails à son frère. Tambing a sincèrement peur qu'elle ait pu faire quelque chose de criminel contre Liu Lang, mais Tangfeng stipule que le but de leur rencontre était cependant, comme il le voit, que rien ne s'est passé entre eux. La jeune fille est sincèrement choquée que tout cela ait été organisé par son frère, auquel il dit qu'il voulait aider sa sœur dans ses conquêtes romantiques et continue en affirmant qu'il admet sa défaite contre Liu Lang. Tambing, d'un ton quelque peu honteux et en colère, dit qu'il ne devrait jamais s'immiscer dans sa vie personnelle, lui jetant tout ce qui lui tombe sous la main. Pendant ce temps, Liu Lang arrive enfin à la prison céleste lors d'un énième appel, se demandant en chemin ce qui s'est passé cette fois, un nouveau prisonnier ou peut-être quelque chose de plus grave. Ayant atteint les cellules principales de la prison, la sentinelle voit des enfants nouvellement arrivés commettre toutes sortes d'outrages envers les autres prisonniers et même son patron Bangxian. Liu Lang dit qu'il ne voit pas de criminels devant lui, mais juste une bande de voleurs, auquel Bangxian prétend que l'empereur de Jade les a condamnés à une année entière de rééducation pour de nombreux crimes. Bangxian dit également que l'empereur a autorisé des méthodes strictes de rééducation, essayant à nouveau par tous les moyens de transférer ce travail à son subordonné, en le soudoyant avec des promesses. Liu Lang se souvient de ces promesses, exposées à sa cupidité, et se dit prêt à affronter ces bandits. La sentinelle se présente aux enfants, mais l'un d'eux rejette avec arrogance toutes ses prétentions au leadership, affirmant qu'un simple mortel ne peut se comparer au rang divin élevé de sa famille. Le gars sourit à cette déclaration, disant sarcastiquement qu'il a peur du pouvoir d'un simple enfant. D'un seul coup, Liu Lang bascule à travers le banc où était assis ce garçon arrogant, le faisant voler dans les airs sous la force du coup. Il tombe sur le sol en béton de la prison et se débat violemment, criant à quel point la chute lui fait mal, tandis que les autres enfants le nomment Shen. Liu Lang attrape Shen par sa chemise, ce à quoi il dit horriblement que même ses parents n'ont jamais levé la main sur lui, puisqu'il ose faire une telle chose. La sentinelle lui appelle la ceinture magique et lui dit qu'il fait son travail, rappelant au garçon que l'empereur de Jade a ordonné qu'il soit rééduqué de manière stricte. Les autres enfants voient la sévérité de ce mortel et sont effrayés et décident qu'ils n'ont d'autre choix que d'écouter ses ordres. Pendant ce temps, Liu Lang attache Shen, le laissant avec des chaussettes sales au lieu d'un bâillon, et décide de l'enfermer dans une cellule disciplinaire pendant 3 jours sans nourriture, menaçant les autres enfants de la même chose s'ils n'écoutent pas. Bien entendu, les enfants, effrayés par cette perspective, se mirent à danser autour de la sentinelle, lui assurant qu'ils lui obéiraient définitivement. Finalement, il décide de retirer le bâillon de la bouche de Shen, promettant de le libérer de la punition s'il se montre, ce à quoi le garçon accepte, incapable de supporter l'humiliation. Une fois Shen décidé, Liu Lang, à sa manière traditionnelle, a exigé un pot de vin, ce à quoi il a répondu avec irritation, mais n'a apparemment pas eu la possibilité de refuser. Il donne à la sentinelle un orbe doré qu'il a trouvé en attaquant l'un des aristocrates célestes, censé guérir toutes les maladies, affirmant qu'il devrait être utile aux mortels. Liu Lang soupçonne mentalement qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas avec ce cadeau, mais il n'en a aucune idée et invite les enfants au plat préparé par Zhu Dachan, le chef de la prison céleste. Pendant ce temps, les enfants discutent entre eux, préparant un piège pour Liu Lang,
et Shen affirme également que la sentinelle n'aura pas l'occasion d'utiliser son cadeau. Le gars regarde avec colère la sentinelle qui a osé l'humilier ainsi, lui promettant une terrible vengeance. Pendant plusieurs jours consécutifs, les voleurs se font passer pour des garçons polis et obéissants, essayant d'affaiblir la vigilance des gardes et de frapper au bon moment. Shen, le chef de toute la bande d'enfants, pense que maintenant Liu Lang n'est plus capable de soupçonner quoi que ce soit, donc leur plan ne peut tout simplement pas s'empêcher de devenir réalité. Le gars tombe dans un fantasme de vengeance, où il s'assoit sur un trône, et la sentinelle s'incline devant lui, implorant pardon pour l'humiliation qui lui a été infligée il y a quelques jours. Cependant, ce fantasme est interrompu par la voix de Liu Lang, surprenant le gars, puisqu'il aurait dû s'endormir depuis longtemps selon le plan de sa bande. Il saute instantanément de son propre lit et se dirige vers la salle à manger pour voir de ses propres yeux ce qui n'a pas fonctionné exactement dans son plan et pourquoi la sentinelle est toujours consciente. En entrant dans la cafétéria, Shen voit Liu Lang entouré d'enfants jouant à un jeu sur la console, essayant de vaincre la sentinelle et discutant du jeu lui-même. Le gars demande de la manière habituelle pourquoi ils n'ont toujours pas fait ce qu'ils avaient prévu depuis plusieurs jours et pourquoi Liu Lang ne dort toujours pas. Les enfants ont finalement levé les yeux de leur console et ont admis avec des expressions maladroites qu'ils étaient trop absorbés par le jeu pour se souvenir de leurs intentions initiales. En entendant cela, Liu Lang s'approche de Shen et lui demande avec méfiance de quoi il parle, de quel plan il discute et pourquoi il doit dormir à ce moment particulier. Shen a répondu nerveusement qu'il n'y avait aucun plan et qu'il ne devrait pas prendre en compte tout ce qu'il a dit il y a quelques minutes. Après ces mots, le gars a essayé de s'éloigner de Liu Lang ou de quitter complètement la salle à manger afin de se protéger, mais soudain son pied s'est accroché à l'oreiller. Avec un grand cri, il tombe sur son oreiller devant la sentinelle, accompagné des cris excités d'autres jeunes délinquants. Tombant dans cette pile d'oreillers, Shen s'endormit instantanément grâce à leur magie spéciale, et les autres enfants parlèrent finalement à Liu Lang de leur plan, qu'ils étaient censés attirer dans ses oreillers, puis amener l'état carcéral au point où la sentinelle doit être libérée. Liu Lang dit que puisqu'ils ont finalement tout avoué, il ne va pas les punir, tout en réfléchissant à la façon dont il a réussi à déplacer ses oreillers au bon moment. Au bout d'un moment, Shen se réveille enfin parmi les oreillers, déçu par ses compagnons et surtout par lui-même d'être tombé dans son piège. Et à ce moment-là, les membres de son gang d'enfance le convainquent de s'arrêter au soutien, car s'ils écoutent Liu Lang, alors ils sont généralement mieux dans cette prison que partout ailleurs. À cela, Shen répond qu'il ne veut pas obéir à un simple mortel et accuse les autres enfants de trahir leurs principes. Liu Lang dit qu'il a entendu parler des fortes compétences de Shen dans les jeux et propose de résoudre leurs différends par un duel dans un jeu sur console. Shen accepte ce défi, avertissant avec arrogance la sentinelle qu'il pourrait regretter d'avoir proposé cette solution. Cependant, après une demi-heure de lutte intense, les discours arrogants du gars se révèlent vides de sens. Il perd 20 rounds d'affilée face à la sentinelle adulte Liu Lang. Les enfants autour de lui disent d'arrêter de jouer et d'arrêter de se culpabiliser, et son adversaire lui demande s'il a déjà vraiment gagné sans que l'autre partie ne lui cède. Shen se tient devant son adversaire, la tête baissée et une expression sombre qui fait même légèrement craindre à Liu Lang pour sa vie. Cependant, le gars, les larmes aux yeux, dit qu'il reconnaît la supériorité de la sentinelle dans cette prison par rapport aux cris joyeux des autres enfants, et l'humeur de Liu s'améliore. Et ensuite, de manière traditionnelle, il a trouvé un autre moyen de monétiser tout ce qu'il pouvait en faisant payer aux enfants des produits supplémentaires sur les consoles. Les enfants décident de payer avec des pièces violettes, une monnaie céleste typique que Liu Lang avait déjà vue. Cependant, la sentinelle ne comprenait toujours pas exactement comment l'utiliser, les enfants durent donc lui expliquer les bases de l'économie céleste. On dit que ces pièces peuvent être utilisées à la fois pour cultiver et pour acheter diverses choses, ce qui peut être fait en matérialisant un écran bleu spécial. Liu Lang examine attentivement les différentes propositions éclairées sur son écran bleu, pensant que la technologie au paradis fonctionne presque de la même manière que chez les mortels. Après avoir tout expliqué, les enfants ont laissé la sentinelle seule avec la technologie qui était nouvelle pour lui. Liu Lang estime qu'il possède 20 pièces violettes de ses enfants et de Fairy Lover Yaozi, cela vaut donc la peine de voir ce qu'il peut se permettre avec ce montant. À son grand regret, la plupart des objets véritablement importants sont trop chers pour lui. En fin de compte, Liu Lang décide d'acheter des graines d'herbe magiques, car la somme d'argent qu'il faudrait dépenser pour quelque chose de plus précieux serait tout simplement inabordable pour eux. Cependant, il pense plus tard que même ces graines sont assez chères, donc s'il peut en cultiver davantage avec l'aide des engrais de Avanlidog, il en tirera rapidement de l'argent. Soudain, l'un des gars a couru dans la pièce, disant qu'il avait de mauvaises nouvelles et lui demandant de l'accompagner. De retour dans la salle à manger, Liu Lang a vu que Shen était allongé sur le sol, immobile, et il a demandé ce qui lui était arrivé qui l'avait amené dans cet état. Cependant, les enfants ont seulement dit que Cheng était soudainement tombé au sol, sans aucune raison évidente, et avait perdu connaissance, nécessitant l'aide d'un adulte. Liu Lang essaie de repousser le gars et remarque à quel point sa peau est devenue pâle, suggérant qu'il a peut-être été empoisonné par quelque chose. La sentinelle se souvient de la sphère dorée que lui a donnée Shen et décide de l'utiliser, se rappelant qu'elle est censée guérir de nombreuses maladies. Il se prépare à mettre cette sphère dans la bouche de Shen,
pensant que si cette chose avait été produite au paradis, alors elle devrait convenir aux êtres de rang divin. Cependant, les enfants remarquent que Liu Lan essaie d'utiliser cette sphère et disent que ce n'est pas la meilleure solution, ce qu'il ne comprend franchement pas. Soudain, il entend une voix inconnue au milieu de la cafétéria de la prison, lui ordonnant de laisser avec lui cette sphère dorée, ce qui inquiète la sentinelle. En se retournant, Liu Lan voit devant lui un homme barbu aux cheveux gris, disant que cette sphère ne doit pas être consommée oralement, car elle ne peut que nuire à la divinité. L'homme se présente comme Jia Yen, le médecin personnel de la famille Shen, et dit qu'une des sentinelles a remarqué ce que Liu Lan voulait faire et l'a envoyé ici pour éviter des erreurs fatales. Liu Lan demande ce qu'est cette sphère, et le médecin explique qu'elle peut causer beaucoup de mal si elle est prise en totalité plutôt que progressivement par partie. En entendant cela, la sentinelle s'est rendu compte que le cadeau de Shen sans explication pouvait simplement le tuer, ce qu'il a dit avec colère aux enfants, mais ils ont dit sournoisement qu'ils ne savaient rien de tel. Le docteur Jia affirme que Cheng s'est peut-être évanoui suite à une crise d'une vieille maladie due à une excitation émotionnelle, il devrait donc lui prescrire certains médicaments. En regardant cela, Liu Lan réfléchit avec arrogance au fait que, de par leur nature, les immortels ne sont pas très différents des mortels, et peut-être même à certains moments plus faibles. Le docteur Jia affirme que pour l'instant il ne sera pas en mesure d'obtenir les médicaments adéquats pour soigner Shen, car les médicaments dont il a besoin devront être préparés d'ici 2 ans. Les enfants réagissent avec horreur et douleur dans la tête, en apprenant qu'il devra souffrir de cette maladie pendant les 2 prochaines années. Par conséquent, ils menacent le médecin de toutes les manières possibles de mettre toutes leurs relations contre lui s'il ne veut pas sauver leur chef. Le docteur Jia leur montre avec lassitude une liste d'herbes et leur dit que s'ils peuvent les obtenir, il préparera des médicaments, mais pour l'instant il n'a pas accès à ces produits. Liu Lan examine de plus près la liste des herbes et remarque que ce sont des noms qui lui sont familiers, ce sont les noms des herbes dont il vient littéralement d'acheter les graines pour des pièces violettes. Alors la sentinelle, pour le plus grand plaisir des enfants, prétend pouvoir obtenir toutes ces herbes pour créer des médicaments en un temps assez court. À cela, le docteur Jia lui dit de ne pas trop s'immiscer dans les affaires des immortels, puisqu'il sait très bien que ces herbes ne sont pas encore disponibles, il est donc peu probable qu'un mortel puisse les obtenir. Liu Lan, quelque peu dédaigneux et dramatique, dit au médecin de ne pas être si sûr de ce qu'il sait, après tout, les mortels peuvent accomplir des miracles que les dieux ne peuvent pas comprendre. L'instant suivant, le gars propose au couple que s'il peut obtenir ces herbes, alors Jia remplira simplement ses conditions, mais s'il ne le peut pas, il paiera avec de l'argent et sa position dans cette prison, à laquelle le médecin peut facilement être d'accord. Après cela, Jia quitte la prison et les enfants disent à Liu Lan que cet argument était immédiatement perdu pour lui, ne croyant pas en sa capacité à obtenir ces herbes. Par la suite, après un certain temps, Liu Lan commence à donner vie à son idée, marchant avec un chariot d'engrais avant l'Idog jusqu'à la pelouse près de la prison. Après avoir tout préparé pour le travail, la sentinelle sortit un sac de graines des mêmes herbes nécessaires à la médecine et commença à travailler. Dans le même temps, il pensait que, selon le docteur Jia lui-même, la préparation du médicament ne prend que 6 mois en raison de la nature des ingrédients, de sorte que les herbes elles-mêmes poussent plus vite qu'en 2 ans. En tenant compte de cela, si les graines sont plantées avec les engrais avant l'Idog, les graminées peuvent commencer à émerger presque dès les premières minutes. En pensant à cela, Liu Lan ne pouvait s'empêcher de penser à quel point le docteur Jia serait surpris. 5 jours plus tard, le docteur Jia Yen retourne à la prison céleste, voulant avoir des nouvelles du succès ou de l'échec de Liu Lan à trouver les ingrédients nécessaires. Ne trouvant pas la sentinelle, le médecin crut même qu'il s'était enfui, incapable de supporter l'humiliation. Cependant, Liu Lan apparut bientôt devant lui et l'informa qu'il était juste à temps, puisqu'il voulait lui montrer quelque chose. La sentinelle montre les herbes dont Jia a besoin pour préparer des médicaments, ce qui choque le vieux médecin, qui ne comprend pas comment un simple mortel a réussi à obtenir des ingrédients aussi rares. Après avoir préparé le médicament, Jia Yinsen est retourné à la sentinelle, admettant sa défaite dans le couple et voulant remplir la même condition que Liu Lan voulait poser. Après avoir réfléchi aux choses matérielles, la sentinelle décide simplement de tendre amicalement la main au médecin. Jia Yinsen essaie de comprendre ce qu'il veut, ce à quoi Liu dit qu'il veut simplement une amitié avec le médecin. Le médecin surpris accepte cette amitié, trouvant la sentinelle une personne très intéressante et lui serre la main. Cependant, dans cette décision, Liu Lan ne pouvait pas se passer de la cupidité, car il avait besoin d'une connexion avec le médecin pour vendre plus efficacement les herbes qu'il allait cultiver. Soudain, le gars entend qu'il reçoit un appel, auquel il réagit avec une certaine irritation, puisqu'il a récemment quitté son travail. Lorsqu'il décroche le téléphone, il entend dire que c'est la présidente Xue Jingyu, qui déclare qu'elle l'appelle depuis très longtemps. La jeune fille prétend qu'ils ont une urgence et qu'il doit venir à la résidence Xue Jing. Liu Lan se rend précipitamment à la maison de la jeune fille et court dans l'une des pièces à la recherche de Madame Mu, lui demandant ce qui s'est passé de si inhabituel. Avec Xue Jing, le gars voit une autre fille qui, visiblement, n'en attendait pas moins, le couvrant de regards suspects et critiques. La jeune fille s'approche rapidement de Liu Lan, lui demandant s'il est le fiancé de son cousin Xue Jing, tout en critiquant son apparence. À la demande du garçon,
La jeune fille se présente comme Xia Xiao, la jeune cousine de Xue Jing et la deuxième plus belle jeune femme de tout Nanshan. Par la suite, Xia Xiao reproche à Liu Lanyu son style vestimentaire, le qualifiant de pas assez sophistiqué et ennuyeux. De plus, la jeune fille se souvient qu'il n'est que le chef du département de sécurité, et donc un choix douteux de marier pour Xue Jing. Liu Lan s'est approché de Xue Jing et lui a demandé doucement ce qui se passait réellement et pourquoi elle ne l'avait pas prévenu de quoi que ce soit. La jeune fille a répondu qu'elle ne s'attendait pas non plus à cette arrivée soudaine. Xia Xiao se rapproche également d'eux, regardant Liu ému d'un air scrutateur, leur demandant de partager les secrets dont il parlait. La jeune fille finit par exprimer ses soupçons selon lesquels la relation n'est pas réelle, ce qui choque son cousin et Liu Lan. Xia Xiao déclare que les vrais mariés n'auraient pas autant de distance entre elles que ces deux-là, ce à quoi le faux couple répond que la fille y pense trop et qu'ils sont vraiment proches. La fille dit que le type idéal de Xue Jing est un homme qui sait cuisiner, donc si Liu Lan ne peut pas cuisiner au moins un plat qui puisse le satisfaire, alors elle ne l'acceptera pas comme mariée pour son cousin. En entendant cela, le gars a déclaré avec audace qu'il était prêt à lui cuisiner quelque chose de digne, pensant que quelques plats délicieux suffiraient. Cependant, Xue Jing, choqué par cette déclaration, affirme que Xia Xiao est inspecteur Michelin et que ce courage lui coûtera cher. Liu Lan se sent beaucoup plus tendu et pense que la fille devrait le dire beaucoup plus tôt, mais dit qu'il trouvera une issue. Après un certain temps, déjà dans la prison céleste, la sentinelle à genoux supplie le cuisinier Zhu Dachan de lui apprendre au moins quelques plats décents, dont il souhaite discuter dans d'autres circonstances plus confortables. Finalement, en raison du fort désir et du désespoir de Liu, le chef accepte de lui apprendre les bases pour sauver la réception de demain. Au bout d'un moment, Zhu Dachan pense que dans cette situation, la fille peut simplement mentir sur le goût du plat, peu importe à quel point il est cuit. Liu Lan arrive à la conclusion qu'une telle conclusion est effectivement possible, même s'il ne comprend pas vraiment ce qu'il peut faire contre cette tactique. Conscient de cela, Zhu Dachan donne le parchemin à la sentinelle, disant qu'il a été transmis par l'un des dieux en guise de gratitude pour avoir pris soin du chien céleste. Après avoir remis ce parchemin, le cuisinier disparaît vers la cuisine, disant à Liu Lan qu'il pourra le rejoindre une fois qu'il se sera familiarisé avec le contenu. Le garde parcourt un parchemin appelé l'œil divin mystique et se rend compte que le pouvoir qu'il confère permet de forcer une personne à ne dire que la vérité. Réalisant comment il se comporterait lors de la réception de demain, Liu Lan alla avec enthousiasme préparer les plats avec l'aide de Zhu Dachan. Le lendemain, la sentinelle présente une douzaine de plats à Xia Xiao, que la jeune fille qualifie de médiocres mais acceptables. Liu Lan retient ses réactions agressives intérieurement, louant simplement superficiellement sa capacité et sa connaissance de la critique. Xue Jing dit à son tour à Xia Xiao de ne pas juger par la couverture et d'essayer les plats à son goût, en rapprochant les assiettes d'elle. Xia Xiao goûte les yeux fermés, se concentrant pleinement sur les sensations sensorielles, essayant d'évaluer les plats de Liu de la manière la plus professionnelle possible. Quelques secondes plus tard, la jeune fille ouvre les yeux avec surprise, ne s'attendant visiblement pas aux sensations qu'elle ressent en mangeant. À propos d'elle-même, Xia Xiao a admis que la nourriture qui lui était présentée était très savoureuse et même supérieure aux plats typiques des restaurants haut de gamme qu'elle fréquente. Cependant, la jeune fille ne le considère toujours pas digne de Xue Jing, que ce soit en termes de situation financière ou de beauté, elle ne va donc pas reconnaître ses victoires. Xia Xiao ramasse dramatiquement ses baguettes et se prépare à détruire complètement les plats préparés par Liu Lan. Le gars a compris que c'était l'évolution la plus probable des événements, mais la chance l'a préparé à cette situation. Liu Lan a discrètement utilisé le pouvoir de son dernier parchemin, Mystic Divine Eye, et a forcé Xia Xiao à lui faire part de ses véritables pensées sur les plats. Le corps de la jeune fille commença à briller d'or pendant une seconde, indiquant que le pouvoir du gars avait agi sur elle. En effet, Xia Xiao fait ouvertement l'éloge de la nourriture de Liu Lan, affirmant que les plats sont meilleurs que ceux préparés dans des restaurants chers, mais elle dit également qu'elle ne le considère pas digne du cœur de Xue Jing. Quelques secondes après ce qui a été dit, la jeune fille était complètement sous le choc, ne comprenant absolument pas comment elle pouvait dire tout cela franchement. Xia Xiao reprend ses paroles, essayant par tous les moyens de s'opposer à ce qui a été dit et demandant ce que Liu Lan lui a fait pour qu'elle ait dit une telle chose. Le gars dit qu'il vient de préparer des plats délicieux, et Xue Jing dit qu'elle a écrit des éloges pour ses plats. Madame Mu félicite également Liu Lan pour le fait qu'ils peuvent désormais se passer de problèmes inutiles, et note également que les plats sont vraiment savoureux. Xia Xiao n'accepte pas dramatiquement que son cousin ne soit pas de son côté, mais du côté de Liu et promet de manger d'eux jusqu'à ce qu'il fasse faillite. Le week-end suivant, lorsque Xia Xiao partit finalement, Liu en profita d'une semaine de vacances accordée à Xue Jing. Cependant, Tambing, un policier, le rencontre à l'aéroport et lui demande de l'aide. Liu Lan pense que rencontrer cette fille ou son frère ne se termine jamais bien, alors il dit qu'il est très occupé et essaie de s'enfuir. Cependant, Tangfeng, le frère de l'officier, est à proximité et dit que Liu a l'air plutôt libre, donc il n'y a rien de mal à obtenir un peu d'aide. Le frère et la sœur s'emparent du gars, Tangfeng prétend que s'il leur rend service, il en bénéficiera également. Pendant le vol vers Jingguo, la persuasion du frère ne s'est pas arrêtée un instant. Le fait que son siège passager soit juste entre son frère et sa sœur n'a pas aidé la situation de Liu Lan,
ce qui a ajouté à la pression sur lui. Tan Feng explique que le gars doit simplement faire semblant d'être le petit ami de sa sœur afin de réaliser le désir de longue date du chef de famille de voir Tan Bing dans une relation, ce à quoi Liu répond qu'il ne veut pas d'une telle relation. En regardant la jeune fille, il pense qu'il préférerait repartir pour une mission mortelle comme celle des émeraudes plutôt que d'accepter quelque chose comme ça, car participer à de telles escroqueries ruinerait sa vie. Réalisant que la simple persuasion ne fonctionne pas, Tan Feng recourt à des menaces, affirmant qu'il révélera le fait que les fiançailles entre Liu et Xuejing ne sont pas réelles. La sœur lui dit d'arrêter ses persuasions et menace si Liu n'en a aucune envie de les aider. Avec une expression un peu fatiguée et déçue sur son visage, elle ajoute qu'elle vient de toute façon à ces réunions chaque année, donc personne ne sera surpris par cela. Tan Feng dit qu'il ne force pas du tout Liu Lan à faire cela et que le gars est entièrement d'accord pour coopérer, ce avec quoi il doit être d'accord. En entendant cela, Tan Bing a répondu avec retenue qu'elle était heureuse de l'entendre, ouvrant le livre pour au moins s'occuper pendant le vol. Le frère continue également d'encourager Liu Lan à s'impliquer davantage dans l'affaire, promettant de lui accorder quelques faveurs à l'avenir. En entendant cela, le gars se souvient que Tan Feng appartient à un autre département et réfléchit rêveusement aux avantages du népotisme, comme si tout son emploi était autre chose. Cependant, le frère dissipe instantanément les rêves roses et dit qu'il s'agit d'une aide personnelle et qu'il ne lui accordera aucun privilège. Liu Lan pense nerveusement qu'en tant que faux gars, il devrait préparer des cadeaux et prévoit de prendre des herbes divines dans ses réserves de la prison avant d'atterrir. Quelque temps après leur arrivée à Jinghua, le frère et la sœur de la famille Tan, accompagnés du faux petit ami de cette dernière, se sont retrouvés devant l'ancienne porte de la résidence officielle de leur famille. Liu dit que leur famille doit être très riche s'ils peuvent se permettre un domaine dans une zone aussi chère, ce à quoi Feng répond qu'ils sont une famille ordinaire et que cette maison a été transmise de génération en génération depuis l'Antiquité. Le gars pense qu'il suffit d'avoir une telle maison pour être considéré comme riche, mais il retient ses commentaires et va dans la cour avec tout le monde. Une fille en kipao blanc les salue et dit qu'elle est heureuse que son cousin soit de retour, faisant probablement référence à Tan Bing. Elle examine Liu Lan et demande si c'est le même homme dont elle parlait, tout en faisant des remarques sur son apparence. Tan Bing présente la fille comme étant Tan Mei, sa cousine aînée qui aime passer beaucoup de temps avec elle, et ajoute que si elle ne savait pas que Mei avait un petit ami, elle aurait pensé qu'elle avait plutôt un intérêt romantique en elle. Il tente soudainement de se débarrasser de la compagnie de Tan Mei, disant qu'ils doivent aider Liu Lan à trouver des toilettes. Plus tard, dans le jardin, le gars trouve un arbre très vieux et bien entretenu, constatant à quel point il est difficile d'en prendre soin dans la ville animée. Soudain, son idylle est interrompue par un sentiment étrange, comme s'il pouvait voir une intention de tuer au niveau des sentiments qui l'entourent. Liu Lan parvient à esquiver un puissant choc électrique infligé par un inconnu. Il demande avec surprise qui est son rival et pourquoi il a décidé de lui tendre une embuscade à ce moment et à cet endroit particulier. Il se présente comme un fan de Tan Bing qui a décidé de découvrir son soi-disant petit ami. Liu Lan regarda ce pratiquant sous le choc, pensant qu'il n'était même pas le véritable petit ami de cet officier pour se retrouver dans de telles situations. Cependant, un duel entre eux ne peut évidemment pas être évité. L'adversaire de Liu commence par percer le rocher sur lequel se dresse le bâtiment de la famille Tan. Liu Lan esquive avec sa super vitesse traditionnelle, tout en lançant une attaque avec sa jambe levée haut. L'adversaire dirige de nombreux cailloux du rocher détruit vers le gars, en les contrôlant avec son poing. Quelques secondes seulement après le vol de ses charges, la sentinelle tente de comprendre exactement comment se défendre dans cette bataille. Il décide d'affronter les armes à mi-chemin et d'affronter presque toutes les charges tirées par son adversaire. Cela conduit à une énorme explosion dans l'enceinte de cette arrière-cour auparavant calme, les rivaux ne pouvant pas se voir derrière le rideau de fumée. Liu Lan pense qu'il a atteint son niveau grâce à la sphère dorée de transformation du corps et aux affrontements réguliers qui en résultent, mais il n'a toujours rencontré personne du même niveau que lui. En plus de toute cette conscience des difficultés de continuer à lutter contre son égal, la sentinelle ne comprend pas non plus comment son adversaire a ramassé toutes ces pierres. Un adversaire nommé Wu Shang a besoin d'une répétition du combat, incapable d'accepter le fait que Liu a repoussé ses attaques. Liu Lan, avec un enthousiasme fin, accepte de passer plus de temps à regarder cette bataille, essayant de comprendre qui se bat contre lui. Cependant, leur combat fut soudainement interrompu par la voix de Tan Bing, qui essayait de comprendre pourquoi les deux se battaient. Liu Lan a expliqué toute l'histoire du prétendant et du défi qui lui a été lancé, mais la jeune fille dit que Wu Shang n'est pas un prétendant, mais un proche assistant du chef de famille. Tan Bing tire le gars par l'oreille dans la salle à manger, où ils doivent se présenter en couple devant toute la famille. Les membres de la famille Tan se rassemblent autour de la grande table ronde sur laquelle était posée la tête, Tan Bing avec son petit ami et plusieurs autres proches. L'aîné demande à Tan Bing avec un sourire réservé et poli si son petit ami est vraiment assis à cette table. La jeune fille répond par l'affirmative, tout en essayant de vanter ses qualités physiques, sa capacité de résistance au combat et d'autres vertus. Liu Lan décide alors d'offrir son cadeau, une boisson à base de nombreuses herbes divines, souhaitant longue vie à l'aîné. Le chef de famille rit en disant que vivre plus longtemps est toujours une bonne chose, en prenant une tasse de boisson. Cependant, dès qu'il prit une seule gorgée de cette étrange boisson aux herbes, il ressentit une vive douleur dans tout son corps. Soudain,
le vieil homme s'évanouit et tombe au sol, provoquant le chaos parmi tous les membres de la famille Tan, y compris les domestiques. Instantanément, un homme aux cheveux gris court vers l'aîné et essaie de disperser la foule autour de lui, car cela rend la respiration difficile au vieil homme. Quelqu'un ajoute qu'ils ont déjà appelé une ambulance. L'homme prétend que le médecin n'arrivera pas à temps et qu'il devra donc lui administrer les premiers soins sous forme d'acupuncture, car il est conscient de la maladie de longue date de l'aîné. Liu en demande à sa fausse petite amie qui est cet homme, à laquelle il répond qu'il s'agit de Limandong, un vieil ami de son grand-père et acupuncteur. Après un certain temps, Li prétend qu'il a stabilisé l'aîné, mais il a besoin du fruit du ginseng pour créer un remède. Liu Lan est sur le point de proposer son aide avec un exemplaire bicentenaire, mais il est interrompu par Tan Mei, qui parle d'un cadeau à son grand-père, un fruit de ginseng millénaire. La jeune fille, d'une manière quelque peu arrogante, dit que ces deux fruits ne peuvent être comparés en termes d'efficacité. Tan Mei présente à Li une boîte exquise contenant les fruits, peinte de motifs et représentant un oiseau mythique sur le couvercle. Li Myung-dong examine attentivement le fruit du ginseng contenu dans cette boîte, ayant certains soupçons à son sujet. Finalement, il le jette, disant qu'il a besoin du fruit des montagnes Shangbei, et non de ce faux coréen, ajoutant que ce spécimen pourrait bien tuer grand-père. Voyant la disgrâce de Tan Mei, Liu Lan décide qu'il est temps pour lui de se rendre utile à cette riche famille et de présenter ses fruits à ginseng. Li Myung-dong affirme qu'il s'agit bien d'un fruit bicentenaire difficile à obtenir, ce à quoi Liu répond que c'est une simple courtoisie d'apporter des cadeaux de valeur pour de telles occasions. L'acupuncteur regarde le fruit rare avec fascination, comme s'il avait des soupçons à son sujet. Liu Lan célèbre mentalement sa victoire, remerciant le destin d'avoir réussi à récupérer ses fruits aux alentours de la prison céleste lors de son vol en avion. Li Myung-dong accepte le cadeau et dit qu'il ira préparer des médicaments pour son grand-père, tout en pensant que si Liu a de telles choses sur lui, il est peu probable qu'il soit un homme ordinaire. Après un certain temps, le maître revient avec le médicament et le donne au grand-père en le versant soigneusement dans sa bouche. Le médicament agit et, au grand soulagement de toutes les personnes présentes, l'aîné ouvre enfin les yeux. Les membres de la famille commencent à faire l'éloge de Li et, bien sûr, de Liu Lan, affirmant que son cadeau a sauvé la vie de son grand-père, ce à quoi ils disent qu'il a simplement eu de la chance. Li Myung-dong ordonne à Ho Shang d'emmener le chef de famille dans sa chambre afin qu'il puisse se remettre d'un tel stress. Après cela, le maître dit qu'il veut remercier Liu Lan seul pour un tel cadeau, ce que Tan Bing le pousse également à faire. À la suite de Li Myung-dong, le gars réfléchit rêveusement à ce qu'il recevra comme gratitude, n'attendant que des choses positives de cette rencontre. Lorsque le maître et Liu atteignirent finalement une pièce éloignée, le gars continua à dire que cela ne valait donc pas la peine de donner quoi que ce soit en retour, bien sûr, d'attendre quelque chose en retour. Cependant, soudain, il entend Li Myung-dong fermer l'unique porte de cette pièce avec une clé, ce qui l'énerve un peu. Il demande s'il est nécessaire de fermer la porte si elle parle uniquement de la récompense, ce à quoi le maître répond d'une manière méfiante que cela est bien sûr nécessaire. Li Myung-dong montre au gars une des fleurs qui se trouvait dans la boîte avec le fruit et lui demande d'où il l'a obtenue, disant qu'elle ne peut apparaître qu'à ceux qui ont des liens avec le ciel. Liu Lan ment en disant qu'il a simplement trouvé une fleur dans son jardin, ajoutant qu'il ne semble pas croire à l'existence de la dimension immortelle. Li Myung-dong dit que si la dimension n'existe pas, alors comment le gars a-t-il obtenu cette herbe qui ne pousse que là-bas, ce à quoi Liu prétend qu'il ne comprend pas de quoi il parle et qu'il essaie de s'échapper. Soudain, une aura bleue s'illumine autour du maître, et il répète sa question, d'où Liu Lan a obtenu cette fleur. Réalisant qu'il s'agit d'un véritable pratiquant, le gars décide d'utiliser l'un de ses pouvoirs, qui peut reprendre les compétences des autres et les utiliser contre lui-même. Cependant, Liu Lan se rend instantanément compte que quelque chose ne va pas, son pouvoir n'a pas fonctionné contre Li. Probablement en raison du niveau de cultivation plus élevé de l'adversaire, le gars s'est retrouvé enchaîné au sol, entouré de petits rayons dorés semblables à de petits éclairs. Réalisant qu'il ne peut pas gagner, Liu Lan semble désespéré, pensant qu'il pourrait mourir à la suite de cette escarmouche. Maître Li Myung-dong met sa main sur sa tête, ce qui provoque encore plus de tension et de panique chez le gars, il demande avec crainte ce dont il a besoin. Cependant, son adversaire répond que la prochaine fois, il devrait réfléchir à ce qu'il dit et à qui. Liu Lan est allongé sur le sol en pierre brisée, la main de Limandong toujours posée sur sa tête. Il dit qu'il comptera jusqu'à 3 et si Liu ne dit pas la vérité, lui-même ne sait pas ce qui arrivera au gars. Liu Lan réfléchit avec crainte que sa vie n'aurait pas dû se terminer dans une situation aussi stupide. Li Myung-dong compte à partir de 3, mais saute immédiatement à 0, ne voulant pas perdre son temps. Le maître voit que son adversaire refuse de parler, il prépare donc un fort coup énergétique. Réalisant que Liu Lan pourrait mourir, il semble dire que le médecin immortel lui a donné ses herbes. Li Myung-dong retire son poing et demande des détails, ce à quoi Liu raconte instantanément son histoire en termes généraux, laissant de côté les points les plus importants, ajoutant qu'il a reçu les herbes du docteur Jia. Liu Lan comprend qu'il ne peut pas révéler sa véritable identité en raison de la possibilité de conséquences mondiales pour son séjour dans le monde des mortels. Li Myung-dong, quant à lui, concentre encore plus d'énergie dans sa main, comme s'il se préparait à une nouvelle attaque. Le gars prend cela comme un signe de méfiance à son égard,
se préparant à sa triste fin. Cependant, le maître supprime soudainement l'énergie et dit qu'il croit Liu, ajoutant que les rencontres entre mortels et immortels sont généralement très absurdes. Liu Lan expire et demande si la seule raison pour laquelle ils sont seuls dans cette pièce est parce que Li veut connaître l'origine de cette herbe divine. Le maître répond que ce n'est pas tout, affirmant qu'il a remarqué sa méthode de cultivation inhabituelle, suggérant que le gars n'a pas de mentor digne. En disant que depuis qu'ils se connaissent maintenant, Li Mandong peut lui proposer de devenir son élève, ce que Liu Lan est incroyablement surpris. La sentinelle décide qu'il a besoin de temps pour réfléchir à cette proposition, ce qui convient à l'acupuncteur grisonnant. Liu Lan pense que s'il devient l'élève de Li Mandong, il souffrira de ses sautes d'humeur et soupçonne également la présence de motivations égoïstes dans cette proposition. En fin de compte, il décide que la décision la plus saine, la plus intelligente et la plus sûre pour lui est de refuser. Cependant, Li Myung-dong lui-même pense que le gars sera certainement d'accord, n'envisageant presque pas le refus comme une option possible. Par conséquent, Liu Lan informe le maître qu'il ne se considère pas assez intelligent pour devenir un étudiant de la culture Li, infiniment étonnante. Li Myung-dong affirme qu'il ne sait pas si cette décision vient de la stupidité ou de l'orgueil, mais note qu'en fin de compte, ce n'est pas son problème si Liu a des ennuis à cause de ce refus. Finalement, le maître fouille dans la poche de son pantalon pour laisser quelque chose au jeune cultivateur. Li Myung-dong lui remet sa carte de visite ainsi qu'un talisman qui peut invoquer n'importe quel esprit à la discrétion du talisman. Liu Lan essaie de plaisanter en disant qu'un défi comme celui-ci lui donne l'impression d'être dans un jeu gacha. Le gars pense en lui-même que cette chose est moins utile que les tablettes de sphères dorées que Shen lui a données, alors il les laissera quelque part en prison. Quelques jours après ce voyage chez la famille Tan, Liu Lan a enfin la possibilité de retourner en prison. Tout d'abord, il souhaite inspecter son jardin, se demandant s'il pourra récolter une nouvelle récolte cette fois-ci. Cependant, en arrivant au jardin, Liu Lan constate que les herbes sont dans un état terriblement négligé, peut-être même mangées par des parasites. Il ordonne avec colère au criminel de comparaître devant lui et de l'indemniser de toutes les pertes. À la recherche de ce criminel, la sentinelle commence à naviguer par les sons, se rendant compte qu'il y a quelqu'un à proximité. Alors, en se retournant, il voit devant lui un énorme lapin, vêtu d'un tablier, et avec son fruit de ginseng dans les pattes. L'instant d'après, l'animal, accompagné bruyamment par Liu Lan, croque allègrement un fruit rare, malgré la sentinelle. Après avoir mangé le fruit, le krill regarde le gars avec défi, posant une question silencieuse pour savoir s'il est capable de l'arrêter. L'instant d'après, il sort un autre fruit juste devant Liu Lan, comme s'il était sûr que rien ne lui arriverait à cause de cela. À cette époque, le gars se prépare à des violences contre les animaux, menaçant d'arracher toutes les dents du lapin. Par divers moyens et pendant une longue période, la sentinelle tente d'attraper le parasite, mais à chaque fois sans succès. Finalement, le krill se retire dans un arbre, regardant Liu Lan avec dédain. Le gars essaie de sauter à la hauteur de la branche sur laquelle est assis l'animal et de l'attraper avec un filet. Cependant, dès qu'il saute, le krill lance une attaque soudaine, le frappant au ventre avec ses pattes postérieures. Liu Lan se retourne dans les airs et tombe piteusement, vaincu par le lapin, et le parasite lui-même atterrit comme un combattant professionnel. Et dans les secondes qui suivirent, le lapin magique ne fit aucun son, il abandonna simplement son adversaire. Liu Lan à ce moment-là ne pouvait pas croire qu'il ne pouvait pas surmonter une simple rampe. La sentinelle arrive ensuite à la prison, où elle est accueillie par Zhu Dachan, le chef de la prison, qui lui demande s'il a laissé son talisman psychique quelque part dans le bâtiment. Liu Lan demande comment on sait cela, ce à quoi le cuisinier répond qu'il a vu un gros lapin invoqué par ce talisman et remarque finalement que la sentinelle elle-même a été battue par cet animal. Le cuisinier essaie de soutenir la sentinelle, affirmant que ces animaux sont bien sûr plus forts que de simples mortels, ce qui ne fait qu'irriter Liu Lan. Le gars interroge le cuisinier à propos du talisman, ce à quoi il répond que le talisman est utilisé pour invoquer une bête physique et que la mesure dans laquelle la bête obéit à la volonté de celui qui l'a invoqué dépend de la chance du cultivateur. Réalisant que la présence de ce lapin dans l'enceinte de la prison ne fera que créer des problèmes, Zhu Dachan décide de donner quelque chose au gardien. Il sort de sa poche un talisman pour maîtriser la bête, disant qu'il les utilise souvent pour préparer des plats de viande. Zhu Dachan explique que pour que le talisman fonctionne, il a besoin du sang du maître et de la bête, et alors la bête le reconnaîtra comme son maître. Liu demande si le chef lui a vraiment offert ce talisman par gentillesse, ce à quoi il répond que non, je veux juste préparer un plat expérimental à partir de ce lapin. Après un certain temps, la sentinelle retrouva le lapin magique dévorant les herbes divines de son jardin. Krill remarque quelque chose de suspect autour de lui, plissant ses yeux rouges. Les instincts de l'animal disent vrai, il a réussi à sauter instantanément du piège dans lequel il aurait pu tomber. À ce moment, Liu Lan lui-même apparaît devant lui avec un fouet magique, se préparant à attaquer. Krill comprend que rien de bon ne l'attend, alors il s'éloigne instantanément le plus possible de cette clairière, la sentinelle court après lui en agitant son fouet. Avec une vitesse surpuissante, l'animal vole presque à travers les arbres, mais c'est tout ce dont Liu Lan a besoin. Il regarde avec admiration le krill se diriger droit vers son piège, en espérant qu'il ne changera pas de direction. Dans la direction vers laquelle ce krill magique a couru, Liu Lan voit une grande explosion,
qui est une sorte de symbole que son piège a fonctionné. Le krill tenait ses pattes au-dessus d'un petit trou dont le fond était parsemé de couteaux pointus. La sentinelle préfigurait déjà comment l'animal finirait dans la cuisine de Zhu Dashang. Liu Lang déclare fièrement que le krill semble demander de l'aide, mais il répond qu'il préfère mourir plutôt que d'accepter cela. La sentinelle, bien sûr, l'ignore et dit qu'elle aidera l'animal en recevant le talisman que lui a donné Zhu Dashang. Instantanément, il active ce talisman et de nombreuses chaînes brillantes de lumière rose apparaîtront autour du lapin. Le krill demande grâce, mais Liu Lang continue de dire qu'il a hâte d'essayer son plat. La sentinelle remarque que le talisman fonctionne vraiment et que la combinaison de son sang et de celui du lapin lui donne la capacité de comprendre son discours, mais cela ne l'empêche toujours pas de penser à manger l'ennemi. Par la suite, dans la prison céleste, le krill, pendu par des chaînes, apparut sous le regard avide de Zhu Dashang. Cependant, l'instant d'après, Liu Lang devient chef, pensant que le simple fait de tuer ne suffit pas à couvrir ses pertes, il faut forcer le lapin à travailler. Le sourire aux lèvres, la sentinelle se tourne vers l'animal en lui disant que s'il ne veut pas se retrouver dans la cuisine, il ferait mieux d'entamer une conversation. Cependant, soudain, Liu Lang entend un son étrange, éveillant les soupçons en lui et l'horreur chez le lapin. Peu de temps après, Zhu Dashang court vers lui et lui dit que la porte de la prison céleste s'est effondrée. Liu Lang court instantanément vers la porte principale de la prison, voulant comprendre toute cette étrange situation. À l'entrée, il aperçoit la sentinelle Bangxian essayant de retenir un oiseau géant avec un casque sur la tête. La vieille garde lui dit de ne pas rester là et de l'aider avec ses animaux. L'instant suivant, l'oiseau s'envole et libère un champ magique de son bec, rejetant Bangxian de lui. Liu Lang essaie d'aider son patron, mais il dit que ce n'est pas aussi important que d'empêcher l'oiseau de s'échapper, il doit être capturé et attaché à une corde magique spéciale. Avec sa super vitesse typique, la sentinelle attrape la corde et ressent la forte énergie de l'âme de l'oiseau. Cependant, l'oiseau continue de bouger et renverse Liu Lang, ce qui inquiète les deux sentinelles. L'instant suivant, la créature magique déploie ses ailes, soulevant en même temps Liu Lang, criant à l'aide, dans les airs. Bangxian regarde seulement avec inquiétude son subordonné voler dans les airs, se demandant pourquoi il a laissé ses bêtes entrer dans sa prison. Un krill arrive et demande à Liu Lang s'il peut l'aider, mais le gars lui dit de rester en sécurité de peur de perdre de l'argent s'il se fait manger. L'oiseau prétend qu'il a l'intention de tuer la sentinelle pour se venger du fait qu'il a été capturé sans respect pour son statut. Le krill lui ordonne de fermer la bouche, ce à quoi l'oiseau menace de déchirer l'animal en petits morceaux, tout en se demandant d'où il vient. Cependant, l'instant d'après, l'oiseau s'est soudainement calmé, lâchant Liu Lang, le faisant tomber douloureusement au sol. Bangxian note que ces gros krills sont probablement à l'origine de ce changement soudain, et affirme que tant que les animaux sont calmes, ils devraient être enfermés dans des cages. Un peu plus tard, Liu Lang vient voir ces bêtes démoniaques pour leur fournir de la nourriture, disant que malheureusement il y a peu de bétail différent sur ces terres, ils devront donc se limiter au porc. Le livre judiciaire sur ces bêtes disait qu'elles avaient eu un grand combat avec les divinités sous forme humaine et lorsque l'empereur de Jade est apparu, venu résoudre le conflit, les bêtes ont jeté son chapeau. L'oiseau qui a causé tout ce chaos décide de demander d'une manière quelque peu dédaigneuse et irritée comment il connaît l'ancêtre démoniaque. Après quelques interrogatoires, Liu Lang réalisa que l'oiseau signifiait le lapin que la sentinelle avait maîtrisé. L'instant suivant, les yeux de l'oiseau s'illuminent d'une étrange lumière rose, comme s'il appelait quelque chose. Et en effet, le corps de Liu Lang est couvert des mêmes chaînes de lumière rose avec lesquelles il a autrefois tiré sur un lapin. L'oiseau dit qu'il est en train de préparer son déjeuner. L'oiseau dit que le lien de Liu Lang avec le lapin ne doit pas être si puissant s'il ne sait même pas que les animaux démoniaques mangent de la chair humaine. Cependant, le même krill apparaît bientôt sur l'épaule de la sentinelle, ordonnant à l'oiseau de ne pas toucher son patron. L'oiseau prétend qu'il est incroyablement cruel de la part de Liu Lang de forcer l'ancêtre démoniaque à tuer ses animaux, mais le gars ne peut pas comprendre ce qu'il y a de si terrible chez un simple lapin. Demonic Beast dit que le sang même de l'ancêtre démoniaque a une grande influence sur les bêtes, les rendant soumises et craintives. De plus, les bêtes démoniaques ont généralement une limite dans leur culture, et ceux qui ont un ancêtre démoniaque peuvent atteindre les rangs les plus élevés sans restriction. Liu Lang force les animaux à le soudoyer, et il donne aux gardes avides leurs plumes, griffes et autres artefacts magiques. Cependant, Liu Lang ne comprend pas de quoi il s'agit et comment ces choses peuvent l'aider, ce à quoi l'oiseau l'accuse de stupidité, puisque c'est à partir de ces artefacts que sont fabriquées les sphères de tablette qu'il désire tant. La sentinelle est insatisfaite et, la déception sur le visage, remercie pour le pot de vin, mais maudit mentalement le fait qu'il n'y a pas de chemin facile vers l'immortalité. À ce moment-là, alors qu'il se trouvait dans la prison céleste, Liu Lang ignorait qu'il était devenu une cible pour certains membres de la famille Mu. Un jeune homme d'une vingtaine d'années se tient devant Monsieur Mu et annonce qu'ils ont découvert la raison de leurs échecs précédents. Il allume une photo de Liu Lang sur la télévision devant lui et prétend qu'il est un pratiquant, pas un simple mortel, donc il a vaincu des combattants ordinaires sans trop de difficultés. Monsieur Mu demande pensivement à son subordonné ou à lui-même comment Xue Jingmu a pu se trouver une pratiquante. En regardant attentivement l'écran, l'homme a remarqué qu'il s'agissait d'un visage familier, réalisant plus tard qu'il s'agissait de Liu Lang, mort depuis longtemps. Le subordonné, légèrement surpris,
a interrogé son patron à ce sujet, lui demandant en outre s'il connaissait ce pratiquant. Monsieur Mu répond qu'il connaissait Liu Lan avant sa mort, ajoutant qu'il devrait vérifier s'il vaut la peine d'interférer avec leurs objectifs ou, au contraire, s'il ne peut que les aider. Quelques jours plus tard, la Sentinelle continue de travailler et mène sa double vie de directeur du département de sécurité et de cultivateur Sentinelle de la prison du ciel. Et ainsi Liu Lan se précipite à nouveau au travail du mortel avec de gros sacs de petit déjeuner pour ses subordonnés. Cependant, soudain, il ressent quelque chose d'étrange, semblable à cette escarmouche avec Wu Shan, mais en plus subtil. Liu Lan dit dans son esprit que c'est comme un sentiment de persécution constante qui ne l'a pas quitté depuis plusieurs jours. Il lui semble également que peut-être son poursuivant est immortel en raison des caractéristiques de l'aura qui l'entoure. Et en effet, au coin de la rue que Liu Lan venait de traverser, il était suivi par la silhouette d'un mystérieux inconnu. Plus tard dans la journée, le gars entraîne ses subordonnés et leur ordonne de courir malgré la chaleur épouvantable. Il leur ordonne de faire 20 tours et ceux qui échouent ne recevront pas de déjeuner. Sur ce, les ouvriers épuisés se sont enfuis en fredonnant l'hymne de l'entreprise de Mu, essayant de ne pas bousiller leur patron une fois de plus. Liu Lan sent la présence du même mystérieux inconnu qui le suit depuis plusieurs jours et lui ordonne de sortir de sa cachette. Dans la cour du bureau, une grosse explosion se fait soudain entendre non loin du type, ce qui constitue un avertissement avant la comparution. Le même étranger, subordonné à Monsieur Mu, apparaît devant Liu Lan, entouré de rayons dorés semblables à des éclairs. La sentinelle demande avec méfiance qui est devant lui et pourquoi il le suit depuis un certain temps, constatant mentalement la grande force de ce pratiquant. Se préparant à l'attaque, l'étranger ne répond que par une phrase pathétique selon laquelle un nom est un nom, mais Liu Lan se souviendra certainement de la force de son poing. Le gars bloque l'attaque de son adversaire en créant une barrière magique qui ressemble à un cercle avec de nombreux signes inconnus. Liu Lan estime que l'étranger est très fort dans ce combat, donc sa supériorité est tout à fait claire pour lui. L'adversaire concentre l'énergie du feu dans sa main droite et, la dirigeant vers le gars, lui dit dramatiquement au revoir. Il y a une grande explosion, que Liu Lan esquive à peine, effrayé par les pouvoirs de cet inconnu. Liu Lan utilise Downshift pour rouler rapidement à une distance de sécurité de son adversaire. Pendant ce temps, ce cultivateur concentre son énergie et saute 4 mètres au-dessus de la cour, au grand étonnement de Liu. L'instant suivant, il tombe au sol, le frappant avec une force furieuse et créant une onde de choc qui fait presque tomber Liu Lan de ses pieds. Le gars a reculé encore plus loin, mais il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas vaincre ce pratiquant de la manière directe habituelle. À côté de lui, il remarque un pot de chrysanthème, ce qui le fait réfléchir à la manière de se battre. Liu Lan décide de faire confiance à son intuition et prend le pot entre ses mains, prévoyant de l'utiliser comme arme dans ce combat. Avec sa vitesse et sa force typique, le gars lance le pot vers son adversaire, remarquant à quel point il est englouti dans un éclair doré. Il rate la cible et cet étonnant projectile se brise tout simplement sous les pieds d'un autre cultivateur. Cependant, les éclairs dorés continuent de tonner autour de lui, et le visage de l'adversaire de Liu exprime une pure inquiétude. Par la suite, le pratiquant commence à éternuer bruyamment, ce qui affaiblit considérablement sa position dans la bataille ainsi que son attention et sa concentration. Liu Lan est sauvé. Le gars décide d'intensifier la crise d'allergie de son adversaire avec l'une des herbes divines de sa réserve. Liu Lan le lance vers le cultivateur avec vitesse et force, disant que c'est un bonus à son attaque. Un nuage entier s'élève dans la cour, répandant des fleurs, augmentant l'allergie et cachant en même temps où se trouve Liu Lan. Le visage de son adversaire devient instantanément rouge et enfle à cause d'une allergie au chrysanthème, ce qui affaiblit au maximum sa capacité de combat et sa concentration. Il se met à éternuer intensément et pendant un long moment, sans pouvoir s'arrêter, pour finalement abandonner complètement dans ce combat. Liu Lan essaie de lui demander les raisons de la persécution, mais le pratiquant dit qu'il peut parler des raisons des malheurs de sa famille et du fait qu'il a été jeté de la falaise, mais seulement s'il coopère avec son maître. Au même moment, Monsieur Mu apparaît dans la cour, félicitant Liu pour avoir vaincu son subordonné. Le type, avec une expression encore plus tendue et inquiète, revint vers l'homme et lui demanda qui il était et ce qu'il faisait ici. Monsieur Mu dit qu'il ne montrera pas toutes ses cartes maintenant, affirmant qu'il saura tout s'il décide de coopérer avec eux. Cependant, Xuejing apparaît soudainement dans la cour, reconnaissant son mari comme son oncle, faisant disparaître tout le mystère. Liu Lan jette le subordonné de Mu au sol, ce à quoi la jeune fille lui ordonne de s'arrêter immédiatement. Le gars a juste regardé Xuejing d'un air interrogateur, incapable de comprendre ce qui n'allait pas. Le président s'approche et le gronde pour son comportement, exigeant de se comporter comme le chef du département, auquel Liu essaie par tous les moyens de prouver que ce n'est pas de sa faute s'il y a eu une escarmouche qui a endommagé l'entrée du bureau. Xuejing ne comprend pas de quoi il s'agit, montrant à Liu Lan que l'entrée est saine et sauve, ce qu'il suppose être une illusion. Monsieur Mu, à proximité, dit que Liu voit peut-être quelque chose qui n'est pas là, et témoigne qu'il l'a vu courir après son subordonné, lui demandant s'il avait pu boire avant le travail. Liu Lan ne comprend pas du tout ce qui s'est passé, qu'il avait des souvenirs de la bataille dont il ne voit pas les conséquences.
le gars se demande si cela pourrait être une illusion. Monsieur Nu se tourne vers Xuejing et dit que le marié devrait être choisi avec plus de soin et qu'il est prêt à donner des conseils ou deux s'il le souhaite. La présidente répond que son oncle devrait garder ses conseils pour lui, sinon son grand-père ne sera pas content lorsqu'il entendra parler de ses actions. Nu dit qu'ils se reverront lors de la réunion du directeur. Monsieur Nu et son subordonné quittent calmement la cour de l'entreprise. Liu Lan dit que ces deux-là sont taillés dans le même tissu. Le gars demande au président ce qui ne va pas avec son oncle. Xuejing dit qu'il rêve depuis longtemps de reprendre l'entreprise de Mu et que cette réunion du directeur pourrait faire partie de son plan. Liu Lan affirme chevaleresquement que bien que Mu soit une personne difficile, Liu ne lui permettra pas de nuire à Xuejing. La jeune fille regarde son garde d'un air quelque peu rêveur et surprise, se demandant s'il peut vraiment faire ce qu'il promet. Et finalement, Xuejing, Mu et Liu Lan arrivent à la réunion du directeur, au cours de laquelle quelque chose de terrible pourrait se produire, selon la prémonition du président. La jeune fille s'assoit sur l'une des chaises et, se rendant compte que toutes les personnes présentes, ordonne le début de la réunion. L'oncle Mu déclare immédiatement que l'ordre du jour est de priver Xuejing du poste de président de l'entreprise. En entendant cela, la jeune fille fut choquée par son impudence, lui demandant de répéter sa proposition. Les directeurs ont commencé à l'accuser d'abus, de nomination d'un nouveau venu au poste de directeur de la sécurité et d'implication dans le vol d'émeraude. Son oncle note que la privation du poste est une punition légère. Xuejing se leva et frappa du poing, ne voulant pas écouter de telles choses, pensant que c'était le plan de son oncle. Liu Lan, qui se tenait derrière elle, a posé sa main sur son épaule et lui a conseillé de se calmer et de regarder la situation froidement et rationnellement. L'oncle Mu commence à voter pour décider s'il doit retirer Xuejing de son poste en levant la main en signe d'accord. Tous les directeurs, à l'exception du grand-père Mu et de Xuejing elle-même, ont levé la main. Alors l'oncle proclame la décision prise et prive la jeune fille du poste de présidente. L'oncle conseille à son père, grand-père Mu, de ne pas s'inquiéter de cette décision et de lui transférer directement l'entreprise. Cependant, le grand-père dit qu'il ne lui permettra en aucun cas de ruiner l'œuvre de sa vie avec ce transfert de pouvoir. L'oncle affirme que ce n'est plus le choix de son père, frappant fort et articulé dans ses mains. À ce signe, des hommes armés, menés par un pratiquant déjà familier à Liu et un subordonné de son oncle, ont couru dans la salle de conférence. Le chef de la famille Mu est entouré de toutes parts, il ne peut donc que reprocher à son fils d'avoir trahi la famille. Son oncle lui présente des papiers transférant tous les actifs de l'entreprise à son nom et lui ordonne de signer. Malheureusement, le grand-père n'a d'autre choix que de maudire son fils et, finalement, de signer ce document. Xuejing le supplie de ne pas signer car cela ruinerait toute l'entreprise ainsi que leur famille. Liu Lan dit que le chef de l'entreprise ne devrait pas s'inquiéter, car son fils ne pourra rien faire de terrible, car si la vérité est révélée, il ne pourra pas prendre sa place. Grand-père réfléchit à ces mots avec une expression très tendue sur le visage, visiblement à peine capable de supporter le stress de la situation. Il finit par mettre les papiers de côté, refusant silencieusement de signer et de céder l'entreprise à son fils. L'oncle Mu, cultivateur subordonné, le remarque et se prépare à agir pour forcer son grand-père à signer. Il prend un verre d'eau et le verse dans toute la pièce, transformant le liquide en gaz toxique. Ce gaz provoque ensuite l'évanouissement de nombreuses personnes, y compris Xuejing. Le cultivateur ordonne au grand-père de signer les papiers, ce qu'il ne peut plus s'empêcher de faire à cause des effets de la fumée. Le directeur épuisé se soumet néanmoins à la volonté du cultivateur et de son fils et signe les papiers de passation du pouvoir. Oncle dit que s'il s'était comporté ainsi tout de suite, il n'aurait peut-être pas eu à embaucher un nombre aussi insensé de personnes. Enfin, Liu Lan rappelle à toutes les personnes rassemblées son existence, se préparant à dissiper le complot.